Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà, donc je suis le docteur Fabrice Giroulet. Moi, je suis le docteur Clément Herker. Et puis on est vraiment ravis de pouvoir vous partager cette présentation avec vous ce soir pour parler justement d'un domaine qui nous passionne depuis pas mal d'années en fait. Et puis on trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tous connaître au moins un minimum, avoir au moins des bases pour pouvoir gérer correctement son argent. Donc c'est pour ça qu'on vous propose cette présentation et merci à tous et à toutes d'être là ce soir. Comme Faustine a dit, du coup, les questions, ce sera pour la fin. Et là, du coup, on va débuter la présentation. À propos de nous, donc Fabrice, je te laisse te présenter. Ouais, donc je suis psychiatre, psychothérapeute. J'exerce actuellement en Suisse, voilà. Et ma spécialité, on va dire, dans les finances personnelles, c'est plus la bourse, l'immobilier en France et tout ce qui est un peu exotique, comme les montres et la maroquinerie. Et aussi l'investissement dans les startups. Moi, du coup, c'est Clément Herker. Je suis aussi médecin. J'exerce en Suisse. En Suisse, on est médecine interne générale et je suis aussi urgentiste. Moi, du coup, j'ai développé et j'ai une expérience au niveau immobilier France, des crypto-monnaies, sur lesquelles j'avais fait aussi un webinaire et d'autres investissements alternatifs avec des vins ou des whisky aussi, et la défiscalisation et la création de sociétés, ce qui a déjà été fait par le passé. Voilà, là, du coup, on est en collaboration avec NES Formation. Je vais laisser la parole à Faustine. Tout à fait. Donc, un petit mot sur NES Formation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes un organisme de formation habilité DPC. On propose donc de la formation pour tous les professionnels de santé sous différents formats, donc que ce soit en présentiel, en classe virtuelle et en e-learning. Donc, nous proposons des thèmes variés pour les médecins généralistes, mais également pour les médecins spécialistes. Donc de la gynécologie jusqu'à la psychiatrie, en passant par la dermatologie ou même la cardiologie. Je vais vous mettre dans le chat un petit lien vers notre site internet si vous souhaitez avoir une vision globale de l'ensemble des formations que l'on propose. Et comme l'a dit tout à l'heure Faustine, on fait un peu une formation exotique là en partenariat avec NES Formation sur quelque chose qui est, on va dire, autour de la médecine, pouvoir gérer en fait son argent au niveau boursier. Voilà, donc on a essayé de faire des objectifs assez pratico-pratiques pour cette présentation. Vous verrez, il y a vraiment trois axes principaux et je pense qu'on va y arriver. Vous verrez, ce sera super cool. L'idée, c'est vraiment de vous permettre, avec les bases qu'on va voir ce soir, de passer à l'action, de gérer vous-même en fait votre investissement. Et j'insiste, en total alignement avec vos valeurs et votre situation personnelle. Ça, c'est le point important d'investissement. On aura le temps d'en reparler dans cette présentation. Et puis bon, ça, c'était un peu marketing, faire partie des gagnants en bourse. Vous comprendrez pourquoi on a mis ça en objectif. Voilà. Tout à fait. Du coup, juste petit disclaimer qui est aussi nécessaire. Voilà, la présentation, c'est destiné uniquement à des fins pédagogiques, éducatives et informatives. Ce n'est pas du tout des recommandations ou des conseils pour acheter ou vendre des instruments financiers. On va rien vous vendre comme instrument financier. On n'a aucun retour sur quelque investissement financier qui soit dont on va parler tout à l'heure. D'investir, ça comporte toujours des risques de perte. Comme tout l'exercice professionnel que vous avez, il y a toujours des risques. Là, c'est des risques de perte. Vous devez être conscient des risques associés au marché financier avant d'investir. Et il faut que vous assuriez aussi d'avoir les ressources financières nécessaires. On est obligé de faire un disclaimer en début de présentation. Exactement. Donc, ce n'est pas des conseils financiers qu'on va vous donner, c'est vraiment vous présenter ce qui existe et qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, et ça, on insiste sur ce point, c'est très important. Avant de commencer par l'agenda de cette présentation, on commence par une mini-introduction, un préambule pour reprendre le troisième point des objectifs. Donc, en fait, vous avez 90% des particuliers qui partent en bourse. Je ne sais pas si vous connaissez déjà cette courbe qu'on appelle la psychologie de l'investisseur, et qui est principalement dirigée par deux biais. Alors ça fait un lien avec mon métier, c'est pour ça que j'en parle. On a le biais d'information et le biais de confirmation. C'est-à-dire, le biais d'information, c'est que vous n'aurez jamais toutes les informations relatives au marché financier. C'est un métier, il y a des professionnels, et même les professionnels n'ont pas accès à toutes les informations à un instant T. Donc, de prendre une information comme par exemple la crise en Ukraine en ce moment, ne considérer que ça pour expliquer la chute des marchés financiers actuels, c'est un biais d'information. Ensuite, vous avez aussi le biais de confirmation, c'est-à-dire de prendre pour acquis ce qui arrive. Par exemple, vous achetez en bourse à un point bas, puis vous vous dites oui, j'avais raison, c'était le point bas parce que la bourse remonte. Ça, c'est le biais de confirmation.
Et vous voyez que si on se laisse entraîner par ces deux biais, ben, c'est un peu ce qui se passe. On est toujours en train d'osciller entre on est content, on n'est pas content, on est content, on n'est pas content. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver dans un investissement, quel qu'il soit, que ce soit immobilier, boursier. L'idée, c'est de ne pas tomber dans ce piège et c'est aussi le but de cette présentation. Ouais, l'idée, c'est de faire. On a beaucoup parlé d'evidence-based medicine, en tout cas, vu qu'on est tous médecins ou pas, profession paramédicale. Et là, l'idée, c'est de présenter un peu l'evidence-based investment. On vous présente des données qui sont, vous allez voir, en tout cas, validées au moins par la science ou par des études qui ont été en relation, et les liens sont toujours présents en bas des diapositives. C'est ça, j'insiste, tout ce qu'on va vous présenter, c'est issu d'études académiques. Ça vous permet de vérifier, de lire et d'en prendre connaissance et de voir ça tranquillement. Il y a juste un très jeune qui apparaît sur l'écran, je ne sais pas si Faustine, tu le vois, nous on le voit, qui est apparu, voilà. On voulait commencer aussi, avant de vous présenter l'agenda de cette présentation, de faire juste un petit focus sur le patrimoine des Français. Alors, la totalité du patrimoine des Français est estimée à environ 14 760 milliards, et on peut le décomposer en deux catégories, donc le patrimoine financier et le patrimoine non financier. Donc le patrimoine non financier, c'est assez compréhensible, c'est les logements, les terrains bâtis, et le patrimoine financier, c'est tout ce qui est, on va dire, argent liquide, bourse, dépôt rémunéré, c'est tous les livrets en fait, assurance vie, livret A, PEL, CEL, c'est tout, tout ce qui touche à tout ce qui est plus ou moins, entre guillemets, liquide. Voilà. Et pourquoi on vous parle de ça? C'était juste pour vous sensibiliser au fait qu'en bourse, il y a très, très peu de gens, de Français en tout cas, exposés. Et quand on regarde les chiffres de la Banque de France, donc de 2020-2021, c'est les dernières statistiques, vous voyez que 2,17% du patrimoine, donc du patrimoine total, 2,17% des 14 000 milliards, on parle bien de 14 000 milliards, est directement exposé en bourse. Ce qui est absolument ridicule. Vous avez le chiffre qui est surligné, c'est 319 milliards. Sur les 14 700 milliards, c'est vraiment rien du tout. Ce qui nous donne en fait en détention, vous avez 6,7% des Français adultes, donc on voit bien la population adulte qui peut investir, détient des actions en direct, et versus 56% en fait en direct. Si on compte la détention indirecte, ça monte à 19,1% en France. Qu'est-ce qu'on appelle la détention indirecte d'actions? C'est via des supports comme l'assurance vie. Et aux USA, c'est quasiment 100% parce que vous savez que la retraite aux USA, elle est par capitalisation et essentiellement faite sur les marchés boursiers. Donc, cette diapositive, c'était vraiment pour vous présenter que c'est quelque chose que très peu de gens font, 6,7% des Français de manière directe. Et nous, on trouve que c'est bien dommage par rapport à ce que ça peut apporter. Voilà, l'idée, c'est qu'on va vous présenter différents points et que vous puissiez comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on peut investir en bourse. Est-ce que ça va vers votre idée ou non? Donc, on a différents points, on va juste les évoquer très brièvement. La bourse pour qui? Un bref historique de la bourse. Pourquoi ça monte depuis des années? Et vous allez comprendre pourquoi. Les bases avant d'investir, les risques et les dépenses. Une action, une obligation, un ETF, qu'est-ce que c'est? Les différentes manières d'investir en bourse, qu'on va un peu détailler. Les ETF, quel type d'ETF existe-t-il? Si jamais c'est un mot qui ne veut rien dire pour vous pour l'instant, les ETF, vous comprendrez pourquoi. Distribution ou accumulation, on va vraiment faire un focus là-dessus. Les frais, et vous allez voir que les frais, c'est vraiment quelque chose de capital. Où constituer, dans quelle enveloppe constituer son portefeuille? Qu'est-ce qu'il existe comme portefeuille qui ont l'air de marcher, qui marchent de par leur antériorité, de par les antécédents qu'ils ont. Et ensuite, quelques petites anecdotes assez intéressantes. Qu'est-ce que vous avez une grosse somme à investir? Vous avez vendu une maison, par exemple. Vous voulez l'investir en bourse. Qu'est-ce qui est le mieux entre l'investir d'un coup ou petit à petit? Vous avez une grosse somme à investir juste avant un crash. Vous partez à la retraite juste avant un crash. Qu'est-ce qui se passe avec les antériorités, avec ce qui s'est passé par le passé? Les hommes versus les femmes, ça c'est juste pour montrer un peu qui se débrouille le mieux et vous serez surpris. Et enfin, la conclusion. Voilà. Donc, on a un beau sommaire, on va y arriver, vous inquiétez pas, ça a l'air assez dense, mais vous verrez, on va y arriver. Donc, on va juste commencer la bourse pour qui? La réponse, en fait, est très, très simple. Pour tout le monde. Voilà. Pas besoin d'un génie de la finance, comme on peut vous le faire croire. En fait, c'est très accessible. C'est beaucoup de vocabulaire un peu
qui a l'air compliqué, mais en fait, non. C'est comme la médecine. Quand vous avez appris la médecine, voilà, l'anatomie, c'était complètement du charabia pour vous, la finance aussi. Mais en fait, quand on comprend les concepts derrière les mots, c'est vraiment pas compliqué. Et on vous assure que c'est beaucoup moins compliqué que les concepts issus du soin. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, si vous souhaitez accumuler, faire fructifier ou en profiter à sa retraite ou avant. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde, à chaque stade de sa vie et de ses investissements. Donc, un petit bref historique de la bourse, je vais aussi vous en parler. C'est un peu pour vous cadrer, pour vous dire un peu d'où ça vient. Alors, la bourse a été créée aux alentours du XIIIe siècle, c'est en Lombardie, et la fonction principale, la fonction primaire de la bourse, c'était vraiment de financer les entreprises et les artisans. Par exemple, vous aviez un artisan qui avait des machines à faire tourner, qui avait du personnel à payer, qui avait des unités de production, et pour en avoir plus, il avait besoin de financement. Et la bourse a été créée dans ce type-là, c'est d'échanger, si vous voulez, des parts de l'entreprise de l'artisan contre de l'argent, ou alors contre des titres de créance. Alors, quand on échange des parts de l'entreprise, on échange contre des actions, ça vous devez peut-être connaître ou au moins avoir déjà entendu ce mot. Et quand on échange contre des titres de créance, en fait, vous prêtez de l'argent à l'entrepreneur, à l'artisan, on vous donne des obligations. C'est les deux modes de financement qui existent en bourse. Et à la base, ça a été créé vraiment pour échanger ces produits financiers, donc ces actions et ces obligations, et de pouvoir financer les industriels. Après, la bourse telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec toutes ses dérives, c'est depuis le 19e siècle. Et puis, la première bourse informatisée, c'est en 1971, qui commence par le Nasdaq. C'est peut-être quelque chose qui vous parle. C'est, vous savez, la place de cotation boursière où vous avez Apple, Facebook, toutes les entreprises de la tech, en fait. Donc, à retenir vraiment qu'à la base, la bourse, c'est un outil d'aide pour aider les entrepreneurs, pour aider l'économie à fonctionner, à tourner et à produire plus. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi la bourse monte depuis des années? En fait, elle est structurellement créée pour prendre de la valeur. Ça, on verra ça tout à l'heure avant les questions. Il y a bien sûr un effet mécanique de la croissance démographique humaine et des entreprises. Plus le temps passe, plus vous avez des hommes et plus vous avez des entreprises. Donc forcément, il y a plus de masse monétaire. Donc on reviendra aussi sur ça tout à l'heure à la fin. Mais en gros, vu qu'il y a plus de masse monétaire, il y a plus d'argent à investir. Donc cet argent, il faut bien qu'il aille quelque part. Et l'un des points de destination de cet argent, entre autres, c'est la bourse. Donc, le corollaire, c'est l'effet mécanique des investissements réguliers par des pays ayant une retraite par capitalisation, comme les USA, l'Australie, l'Angleterre. La majorité des pays en fait, dans le monde, la répartition reste en fait très minoritaire dans le monde. Et puis, vous avez cet merveilleux effet China, qui est l'effet There is no alternative. Et ça, c'est pour faire en fait un écho à ce qu'avait dit Mario Draghi. Alors ça, c'est l'ex-président de la BCE, Mario Draghi, qui avait déclaré en 2015 qu'il allait sauver l'euro, whatever it takes, quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en 2015, la zone euro était très très mal au niveau financier et il fallait faire quelque chose. Et c'est à partir de là que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, peut-être que vous entendez ça sur les chaînes de télé, ont commencé à imprimer beaucoup de monnaie. Et puis, cet argent, il va bien quelque part et notamment, il va en bourse. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'effet artificiel par perfusion des banques centrales, mais ça, encore une fois, ce point-là, on y reviendra tout à la fin pour vous expliquer quel est le lien entre la bourse et l'économie, parce qu'il existe, il est réel. On pensait que c'était important de vous l'expliquer. Donc, voilà. Du coup, tiens, pendant que je parle de ces diapositives aussi, c'est nous qui pouvons gérer ce trait. Okay. Tu pourras regarder par en haut. Okay. Du coup, la bourse, elle est soumise à pas mal de choses. Elle est soumise à des fluctuations, on en parlait. On parlait aussi de différents biais qui peuvent faire qu'on interprète d'une mauvaise manière les fluctuations. Et la bourse fluctue, vous êtes bien au courant, vers le haut, vers le bas, au fil des jours. Les amplitudes, elles peuvent être importantes. Elles peuvent fluctuer de manière complètement anormale vers le haut comme anormale vers le bas. La normale vers le bas, c'est des crashs, et anormale vers le haut, c'est une prise improbable une augmentation, ça peut être sur un jour, sur plusieurs jours, ça peut tout à fait se voir. Ce qui est important en anticipant, enfin pour anticiper tout ça, c'est de savoir combien est-ce qu'on peut investir tous les mois. Pour faire ça, il faut pouvoir faire ses dépenses. Et on va voir avec une étude juste après pourquoi est-ce que c'est important de faire soi-même ses dépenses. Voilà. Donc,
Alors, pour les dépenses, c'est vraiment extrêmement important de savoir combien vous pouvez vous permettre d'investir. Ça vous permet de, entre guillemets, budgétiser vos investissements en bourse. Et on insiste sur le fait qu'il faut le faire vraiment à la main. Je sais qu'il y a plein d'applications comme Bankin ou Finari qui calculent tout très bien tout seul. Le problème, c'est que ça engendre pas mal de biais cognitifs et on va voir pourquoi. Les biais cognitifs, on en parlait depuis le début. Les biais, ce qui est important de connaître avant d'investir ou quoi que ce soit, c'est de se connaître soi-même. Il faut connaître ses limites, même comme tout, hein, comme dans votre profession. Il faut connaître ses limites et il faut savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Enfin, c'est connaître ses limites. Voilà. Le biais cognitif, il faut les connaître pour savoir, pour éviter de les avoir. On ne peut pas éviter à 100%, mais c'est intéressant de les connaître pour essayer de les éviter. Les réduire, c'est ça. Donc, on va partir sur, juste pour vous expliquer l'importance de faire ces dépenses à la main, de tout tracer, par exemple, dans un Excel, avant d'investir en bourse pour, encore une fois, savoir la somme dont vous avez besoin. On part sur une étude en fait, qui a été faite par des psychologues de MIT en 1999. Cette étude, en fait, concerne un match de basket, donc les Boston Celtics versus les Miami Heat. Si les Celtics de Boston, donc on rappelle que le MIT c'est à Boston, voilà, si les Celtics gagnent, en fait, ils remportent le titre de NBA. Le match est à guichet fermé, mais le MIT a réussi à choper des places. Vous avez le DOI de l'étude juste en dessous si ça vous intéresse de le lire plus en profondeur. Donc voilà, l'idée, c'est de savoir combien les étudiants sont prêts à payer pour ces places, sachant que le match est à guichet fermé. Donc on a deux groupes d'étudiants, très simples, le groupe cash et le groupe cash ou carte, qui doivent écrire sur un papier en fait combien ils seraient prêts à payer pour ces billets-là, donc pour ce match de basket, qui est l'un des matchs les plus importants de l'année, même le plus important de la décennie pour les Celtics de Boston, qui n'avaient pas beaucoup gagné depuis des années. Donc en fait, on se rend compte que quand on doit absolument payer en cash, c'est-à-dire quand on doit toucher l'argent, quand on doit vraiment faire l'action, quand on doit l'avoir dans les mains, quand on doit faire l'action de le toucher, ben les gens sont prêts à payer moins que si on leur propose de payer par carte. Voilà, la conclusion de l'étude, en fait, c'est que lorsqu'il s'agit d'argent, on a tendance à être plus labile et moins, on va dire, moins concerné lorsqu'on tend vers le virtuel. En fait, dans les yeux des étudiants, le cash qu'ils avaient à disposition faisait beaucoup plus réel avec une attention qui était décuplée sur la valeur de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on insiste, quand vous faites vos dépenses, il faut que ce soit sur un Excel, ce soit vous qui deviez les faire pour se rendre compte de quels sont les flux entrants, quels sont les flux sortants. Et ça rejoint en fait un principe des neurosciences, c'est quand vous faites l'action vous-même, c'est-à-dire ici écrire vos dépenses, le cerveau il va vraiment se rendre compte de ce qui se passe et il va le lier à d'autres éléments de votre environnement. Et l'information est mieux intégrée et vous prenez plus facilement conscience de ce qui se passe. Si vous restez dans le virtuel, par exemple, en voyant passer des dépenses, comme dans Banking, comme dans Finari, ben, vous comprenez ce qui se passe, mais le cerveau ne va pas intégrer ça et l'information ne va pas être traitée de la même manière. Et c'est là où il y a création de biais cognitifs. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à le faire. C'est un bon exercice. Vous verrez, si vous le faites régulièrement, tous les jours un peu, ça va vite. Ça vous prend 5 minutes par jour, vraiment. Et puis voilà. Donc, c'était le point sur lequel on voulait insister avant de commencer. C'est exactement la même chose que de payer par carte en posant la carte. On perd un peu la notion de l'argent quand on pose la carte juste comme ça sur le terminal de paiement. On va parler d'une obligation, une action, un ETF. Qu'est-ce que c'est au final? Du coup, une action, on l'a dit tout à l'heure, une action, c'est une part d'une entreprise. Vous achetez un fragment de l'entreprise. Vous achetez un fragment de la BNP, par exemple. C'est un titre de propriété et à un moment donné, quand la BNP, par exemple, veut savoir à qui appartiennent ces actions, il y a votre nom qui est dessus. Vous êtes propriétaire d'une partie de cette entreprise. Ça donne droit à deux choses. Ça donne droit à un droit de vote aux assemblées. De temps en temps, si jamais vous avez des actions, vous avez déjà reçu des demandes de qu'est-ce que vous voulez voter ou à qui vous donnez procuration, ou des fois, votre banque même prend elle-même procuration pour voter à votre place. Et par contre, ça vous donne aussi le droit à des récompenses, des résultats de l'entreprise. Quand l'entreprise gagne de l'argent, elle vous le reverse, au moins un pourcentage, avec des dividendes. Donc, soit, ça dépend de chaque entreprise, ça peut être mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, peu importe, mais ça donne droit à deux choses, un vote et à des récompenses. Au niveau d'une obligation, l'obligation, c'est complètement différent. C'est un titre de créance. On vous doit de l'argent. C'est un peu comme quand vous empruntez à la banque, vous devez de l'argent à la banque. Là, c'est l'inverse. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vous doit de l'argent. L'obligation, ça peut être émis par un État ou par une entreprise. Donc, ça peut être émis, par exemple, par l'État français ou les États-Unis d'Amérique qui vous
qui ont une obligation envers vous. Ils vous doivent de l'argent. Vous êtes créancier de la France avec une assurance vie en euros, avec des fonds en euros. Ça, c'est juste une petite anecdote, mais vous avez des obligations si jamais vous avez des assurances vie fonds en euros. Et ça donne droit, pas à un dividende, mais ça change de nom, du coup, ça donne droit à un intérêt qui est appelé coupon, qui est reversé de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, un peu comme les intérêts quand vous avez un crédit et que vous devez payer en plus à la banque. Et on précise bien sûr que quand vous prêtez une somme à un État, par exemple, quand vous achetez une obligation pour, par exemple, 1 000 euros, en fait, on vous donne un intérêt sur ces 1 000 euros et vos 1 000 euros en fait, sont récupérables à tout moment, mais ça, on verra pourquoi, on verra comment c'est récupérable à tout moment, comment l'argent n'est pas bloqué. C'est justement parce qu'on passe par des ETF. Voilà. Un ETF, en fait, c'est un Exchange Trading Fund, en anglais, donc un fonds négocié en bourse. En fait, c'est quoi? C'est un produit qui va regrouper plusieurs produits du même type. Et ça, c'est très important. Par exemple, on peut avoir des ETF d'actions et des ETF d'obligations. C'est-à-dire que vous avez un produit qu'on va appeler X, qui lui-même va être composé de plusieurs actions. Du coup, pour un ETF action et de plusieurs obligations pour un ETF obligation. C'est pour ça, en fait, qu'on dit que c'est totalement liquide, parce que quand vous achetez un ETF obligataire à 1 000 euros, vous prêtez 1 000 euros à l'État français, mais via un ETF, donc ça vous assure une liquidité, c'est-à-dire que si vous voulez récupérer vos 1 000 euros, vous vendez votre ETF au cours du jour et vous récupérez vos 1 000 euros. Et après, pour savoir si vous avez touché vos intérêts ou pas, ça dépend en fait de la durée de détention. Si vous avez eu de la chance et que vous avez acheté juste avant le versement de l'intérêt, vous touchez l'intérêt et après vous pouvez revendre. Bon, il n'y a aucun intérêt à faire ça, bien évidemment, mais c'est un peu pour vous expliquer le mécanisme. L'intérêt vraiment principal et majeur des ETF, c'est d'être propriétaire de milliers d'entreprises ou d'être créancier de plusieurs États ou entreprises en un seul produit. Comme on l'a dit, comme je viens de le dire, un ETF, c'est un produit qui regroupe plusieurs produits. C'est comme un panier, en fait. Au lieu d'acheter les produits dans le panier un à un, vous achetez le panier. C'est plus rapide. Exactement. Typiquement, imaginons que vous voulez acheter tout le CAC 40 parce que vous avez envie de vous diversifier. Soit vous prenez votre souris et vous achetez chacune des actions, les 40 actions qui font le CAC 40. Soit, par exemple, vous trouvez un ETF action du CAC 40. Vous achetez, par exemple, pour 1 000 euros. Et c'est-à-dire que vous avez une répartition parfaite. On verra après les différents ETF. Mais vous avez une répartition. C'est comme si vous aviez acheté les 40 actions du CAC 40, un fragment des 40 actions du CAC 40. Voilà. Donc, comme on a dit, un ETF obligataire, c'est la même chose qu'une obligation. Ça donne le droit à un intérêt qu'on appelle coupon, qui peut être mensuel, trimestriel, semestriel. Et un ETF action, ça donne le droit donc, au dividende aussi, de manière mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. Cependant, vous n'avez pas le droit de vote aux sociétés lorsque vous passez par un ETF. C'est en fait la société qui va émettre ce produit, donc cet ETF, qui a le droit de vote. Cependant, les sociétés aujourd'hui comme BlackRock ou Vanguard sont assez correctes avec ça et vous demandent, selon les ETF, qu'est-ce que vous voulez voter. Voilà, donc ils ne prennent pas procuration automatiquement, ils vous donnent quand même le choix de voter. Ça dépend des produits, ça dépend des ETF, ce n'est pas pour tous, mais voilà. Ça, c'était un peu pour vous montrer, plus pour que vous ayez dans l'œil, quand on va chercher des informations sur un produit, donc un ETF, c'est du chinois, là, c'est normal. Il y a vos yeux qui doivent piquer dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour habituer votre regard. On reviendra sur ça après. Donc, on va vous parler des différentes manières d'investir en bourse. Voilà. Donc, il y a 2 méthodes, il y a 2 techniques. Il y a soit actif, soit passif. Soit on fait quelque chose d'actif avec des trainings de robots de trading, par exemple, ou soit passif via les ETF. Au niveau actif, on peut trader, on peut acheter, vendre, etc. Ça, c'est comme un médecin, on ne s'invente pas médecin, on ne s'invente pas trader, ou sinon on joue au casino. C'est un vrai métier. Ça consiste à acheter, vendre des produits et dans un intervalle de temps plus ou moins court. On peut faire de l'achat immédiat ou non. Ensuite, il faut avoir de l'expérience, il faut passer du temps devant l'écran et il faut même souvent regarder toute la journée comme un trader actif. On ne devient pas trader à temps partiel non plus. Ça, c'est une idée. On ne devient pas médecin ou profession paramédicale à temps partiel. Voilà, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que le trading, c'est un vrai métier. Ça peut être à la fois spéculatif ou pas, parce qu'on associe souvent le trading à quelque chose de spéculatif. Ce n'est pas toujours le cas. Mais là, on veut juste vous faire passer le message que ce n'est pas ce dont on parle ce soir.
Nous, on parle vraiment de méthode passive. Pour reprendre ce que disait Clément tout à l'heure, en méthode active, vous avez les robots de trading. Alors, ça, c'est souvent du suicide financier. On insiste énormément sur ça. Vous voyez passer normalement énormément de pubs sur Facebook ou sur Internet, ou des systèmes qui vous promettent des 10%, 10% par semaine, des 30% par mois, ou même du 10% par mois. C'est juste énorme. En fait, c'est souvent des pyramides de Ponzi qui sont déguisées en multi-level marketing. Le risque est maximal. Il y a des utilisations d'effets de levier, c'est-à-dire que vous avez 1 euro, mais ils arrivent à parier 500 avec vos 1 euro. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, ce qui met votre capital à risque. Vous pouvez perdre votre capital en un jour. Voilà. Ces systèmes sont très opaques, sont faits par des courtiers qui ne sont pas régulés, ou alors régulés dans des pays où avoir des licences, vous allez à la boulangerie, vous achetez une licence, c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est tout ce qui est robot trading qu'on vous vend. Non, n'y allez pas. Ça, si ça, on a le droit de donner un conseil sur ça, voilà, c'est de ne pas y aller. Voilà. Il en existe différents, Voilà. comme par exemple les 3 que vous voyez là. Et juste pour la petite anecdote, quand on avait fait début de cette présentation, celui du milieu, Sam Trade, depuis fait banqueroute. Du coup, il a cramé tous les revenus. Donc voilà, c'est juste l'exemple qui prouve, ça prouve pas grand-chose, mais c'est l'exemple qui va dans notre sens, qui vous met en garde. On vous déconseille ça. Voilà, sachant que ça ne s'est pas marqué, mais je vous le dis, un trader, on va dire professionnel, s'il arrive à réaliser 0,2% par jour, donc j'ai bien dit 0,2% par jour, vous calculez combien ça fait par mois, il est considéré comme appartenant à la Champions League en fait, des traders. Donc c'est vraiment une minorité. Donc les gens qui vous promettent 10% par mois, il n'y a pas des champions, il n'y a pas des Cristiano Ronaldo ou des Messi à l'appel dans le monde. Hein. Donc on insiste sur ça. La seule exception, alors ça c'est plutôt pour moi, c'est si vous avez une stratégie manuelle qui marche et que vous l'automatisez, là vous pouvez coder un robot donc en Python ou en C2+. Voilà, là c'est autre chose parce que c'est une technique qui marche à la main et que vous automatisez. Ça n'a rien à voir avec les robots de trading qu'on vous vend sur Internet, qui sont des patchwork de stratégies, qui sont... Bref, là on parle vraiment de travail original. Ça peut marcher. Et puis donc, on a l'investissement passif, ce dont on va parler ce soir. C'est tout simplement le meilleur rapport bénéfice, risque, temps. Donc ça doit vous parler. La gestion est très simple, 5 minutes par mois, très peu de frais. Ça, on va insister dessus. Les frais, c'est vraiment ce qui vous détruit votre performance. Et c'est la meilleure stratégie pour gagner passivement en bourse. Et j'insiste, encore une fois, participer activement à l'économie. Il faut vraiment détacher cette idée-là que la bourse est que spéculatif. Ce n'est pas vrai du tout. La gestion active versus passive, ça c'est assez intéressant. Donc, ce qu'on disait, c'était rapport bénéfice-risque-temps. Donc, une gestion passive, on va voir ce que c'est après. Dans les gestions passives, de manière statistique, 90%, vous battez 90% des gestionnaires actifs sur 10 ans. Ce que montre ce schéma, c'est que donc il y a à peu près, il y a 90%, voilà, ça c'est le point d'inflexion du zéro. Il y a 90% des gestions passives qui battent les gestionnaires actifs. C'est ça. Donc là, vous voyez que sur la courbe, c'est la différence entre les performances de la gestion active moins les performances de la gestion passive. Donc en fait, tout ce qui est dans cette zone-là, c'est le 10% des gestionnaires actifs qui gagnent versus la gestion passive. Donc ça veut dire que toute cette zone-là, ça représente les gestionnaires actifs qui perdent en fait contre l'investissement passif. Donc là, vous battez 90% des gestionnaires actifs sur 10 ans et sur d'autres études, on ne les a pas mises parce que ça surchargerait trop la présentation, sur 30 ans, donc sur très long terme, on utilise la bourse pour du très long terme, vous battez 95% des gestionnaires actifs. C'est pour ça qu'on parlait de comment faire partie des gagnants en bourse, c'est en étant le plus passif possible, comme Warren Buffett, si vous connaissez, qui est considéré comme le meilleur investisseur du monde. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté et attendu. Voilà, il n'a pas cherché à acheter, vendre, non. Juste en ayant une gestion passive, c'est-à-dire avec très peu de mouvements, juste en investissement régulièrement, on va vous expliquer ça tout à l'heure, vous verrez, vous battez la majorité des gens et c'est très bien comme ça. Encore une fois, ce qu'on appelle gestion active, ça peut être soit vous, acheter, revendre, soit sinon un fonds qui fait ça pour vous. C'est ça, un fonds d'assurance vie, par exemple, en unité de compte, pour ceux à qui ça parle, qui va s'exposer en fait au marché en fonction de la météo du marché. Voilà, ils vont dire là, c'est la guerre en Ukraine, donc vu que c'est la guerre, je vais vendre plutôt ces positions et acheter d'autres positions. Voilà, ça, c'est de la gestion active. Ouais.
Ouais, ça, je peux vous expliquer. En fait, ce schéma-là, c'était pour vous sensibiliser que lorsqu'on fait de la gestion passive ou active, rechercher activement donc, les meilleurs fonds, c'est-à-dire ceux qui ont le mieux performé les années précédentes, même l'année d'avant, en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'en moyenne, il n'y a que 9 fonds ou ETF qui restent dans le top 100 l'année suivante. Alors, j'anticipe déjà une question. Comment on fait pour gagner versus 90% ou 95% si ce qu'on fait, ce n'est pas dans le top 100? Quand on parle du top 100, c'est vraiment des scores vraiment importants. Par exemple, vous allez avoir un fonds ou un ETF qui, cette année-là, va prendre 90%. Donc, du coup, le deuxième, il prend 88, le troisième, 80, le quatrième, 75. Vous voyez, nous, comme vous l'avez vu dans l'introduction de la présentation de ce soir, on parle d'un rendement à 8 à 10%. Donc, c'est pour ça qu'on n'est jamais dans le top 100. Donc, voilà, déjà pour anticiper cette question. Donc, prendre le meilleur ETF qui a le mieux performé l'année dernière, c'est une très mauvaise idée. Vous voyez que selon les années, il y en a même 0 du top 100 qui se retrouve d'une année sur l'autre. Donc, c'est quelque chose à ne pas faire. Là, on va vous expliquer qu'est-ce qu'un ETF à réplication physique ou synthétique. Et je récapitule juste, on est bien d'accord, un ETF, c'est un panier de produits. Vous achetez le panier, au lieu d'acheter tous les produits à l'intérieur un par un, vous achetez le panier. Vous avez en gros un prix gros. Enfin, oui, on peut dire ça, vous avez un prix gros. La réplication physique, donc c'est la société émettrice qui va acheter réellement les actifs. Comme je vous disais tout à l'heure, ils achètent chacune des actions du CAC 40. Si jamais vous achetez un action CAC 40, boum, vous avez, avec cet ETF, toutes les 40 actions du CAC 40. Une réplication synthétique, ça fait un montage financier qui permet de répliquer ça. Quel est l'inconvénient d'une réplication synthétique? C'est que il peut y avoir un défaut du collatéral. Et dans ce cas-là, si la société émettrice, par exemple, fait faillite, elle peut avoir un défaut du collatéral et là, vous pouvez perdre votre investissement. Avec une réplication physique, vous possédez les 40 actions du CAC 40 dans cet exemple. C'est ça. Alors, un collatéral, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, quand on parle de réplication synthétique, c'est des formules mathématiques qui sont appliquées et vous avez deux sociétés, par exemple la société A et la société B, qui vont s'échanger les performances de leurs produits. C'est pour ça qu'on parle de collatéral. Par exemple, la société A va faire 10% de performance, la société B va faire 12%, la société B va donner la performance à la société A et la société A va être garante de la société B. C'est un collatéral, tout simplement. C'est juste une assurance. Quand on parle de défaut de collatéral, ça veut dire que la société qui assure la performance en face fait faillite. Donc, si elle fait faillite, il n'y a plus d'assurance. Si le collatéral fait défaut, la société B ne joue plus aux mêmes règles, ne fournit pas la performance. Voilà, c'est logique. Quand votre assurance tombe, vous n'allez pas dire « Ok, mon collatéral est tombé ». Forcément, je ne vais pas donner la performance que j'avais prévu de donner parce que le contrat est rompu. Donc, c'est ça l'inconvénient dans la réplication synthétique, c'est que ça dépend de deux parties et pas uniquement d'une. Vous pouvez trouver les informations directement sur de nombreux sites. On a montré tout à l'heure un peu un exemple. Vous pouvez chercher directement sur Internet et trouver ces informations, le type de réplication. On vous a mis des sites ETF, le geste ETF, ETF.com, vous verrez. Voilà. Là, on va vous parler donc, qu'est-ce qu'un ETF à distribution ou accumulation? Distribution, du coup, c'est vous touchez, pour faire simple, vous touchez les dividendes. Et accumulation, les dividendes sont réinvestis, donc vous ne les récupérez pas, mais ils sont réinvestis et ils réachètent les mêmes actions, par exemple, qui sont comprises dans cet ETF. C'est ça. Donc, en gros, là, je pense que les schémas sont assez clairs. Distribution, vous touchez direct, et puis accumulation, c'est réinvesti directement dans le produit sans ça passe par vous. Et ça, c'est un intérêt au niveau fiscal, par exemple, en Suisse. Les systèmes par accumulation sont très taxés parce qu'ils n'arrivent pas à différencier qu'est-ce qui est dividende ou gain en capital. Donc, eux, ils considèrent que c'est dividende. Donc, du coup, ils vont vous imposer, parce qu'en Suisse, il n'y a pas d'impôt sur tout ce qui est gain en capital. Donc, le fisc fait la méthode qui l'arrange. Et en France, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est juste que l'accumulation, ça vous évite de faire une feuille d'impôt et de déclarer des dividendes, tout simplement. Parce que vu que c'est directement réinvesti dans le produit, vous ne les touchez pas. Donc, si vous ne les touchez pas, il n'y a pas de déclaration d'impôt à faire. C'est juste du confort en fait, administratif niveau français. Mais les performances sont exactement identiques. C'est juste le mode enfin, identique, quelque chose près, mais ce n'est pas significatif. C'est juste un mode différent on va dire, de versement des dividendes. Voilà. À nouveau, vous pouvez trouver les informations directement sur Internet en tapant le nom du produit, comme on vous a montré tout à l'heure.
Ouais, là maintenant, c'est une partie extrêmement importante qu'il faut que vous compreniez, les frais et surtout les frais sur la durée. Et là, on va vraiment insister. Voilà. En fait, les frais, le truc, c'est que les sociétés intermédiaires, par exemple, vous avez déjà certainement été démarché par des sociétés qui vous prennent des frais de versement, des frais tous les mois, des frais de retrait. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est la résultante en fait du manque de connaissances. Et encore une fois, c'est pas difficile de comprendre ce qui se passe. Donc, on va par exemple, vous proposer 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà vu 10% de frais. 1% de frais, est-ce que ça a l'air petit? En fait, non, c'est énorme. Sur 30 ans d'investissement, en fait, ça fait 330 000 euros en moins. Si on part sur une performance de 9%, si vous mettez 1 000 euros par mois dans cet investissement sur 30 ans, l'écart de frais de 1%, donc l'amputation de performance de 1%, vous coûte 330 000 euros en moins. Donc, on parle bien d'écart de frais entre deux produits. Par exemple, vous avez un gestionnaire qui vous propose 1%, un autre qui vous propose 2%. Ben voilà, il y a un écart de 1%, de 1 point. Donc, le gestionnaire qui vous prend 2% vous coûte 330 000 euros en 30 ans. Voilà, là, si jamais vous voulez, vous pouvez prendre des captures d'écran, par exemple, sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Comme ça, on va passer assez rapidement sur ces diapositives. À chaque fois, il y a les précisions qui sont indiquées, mais on a mis en rouge les choses les plus importantes. À chaque fois, on va faire comparer un investisseur seul versus un investisseur sur Yomoney avec les différences de frais et ce que ça va donner. Voilà. Donc là, vous voyez, on va juste se focus en fait sur les chiffres en rouge. Seul, vous avez dans le modèle qu'on vous présente, donc c'est un portefeuille 60-40, on en parle juste à la fin. Vous avez 0,38. Chez Yomoney, vous avez 1,6, donc vous avez un écart qui est plus de 1 point. Vous voyez, le manque à gagner, il est en violet. Sur 12 ans, dans le modèle PEA, vous comprendrez ça tout à l'heure, ça vous fait 26 000, et sur un modèle PEA sur 25 ans, ça vous fait 144 000. Si on part sur un modèle, ce qu'on appelle compte-titre ordinaire, on vous expliquera aussi ça tout à l'heure, toujours dans le même modèle, 60-40, toujours avec le même écart de frais, donc 0,38, 1,6. Là, par contre, vous voyez que sur 20 ans, ça vous fait 80 000 euros, et sur 30 ans, donc 307 000 euros. Ce qui est énorme, d'où l'importance de bien chercher les produits ou les entremetteurs, les entreprises tierces qui vous proposent le moins de frais. Il faut rémunérer les gens qui travaillent par exemple pour Yomoney. L'anecdote, juste 300 000 euros, qu'est-ce que c'est? C'est ça comme manque à gagner. Ou sinon, ça peut être aussi un apport ou une bonne partie d'une villa. Donc ça peut ne pas être négligeable sur la durée d'une vie. On disait les frais sont importants et la durée est extrêmement importante. Là, on parlait de sur 30 ans. C'est ça. Sachant que l'investissement, ça aussi c'est un biais, l'investissement ne s'arrête pas à 65 ans. Hein. L'investissement, il continue jusqu'à la fin de votre vie. Donc 30 ans en bourse, en fait, l'exposition, c'est rien du tout. Plus vous commencez jeune, plus les 30 ans représentent en fait une affinité de votre vie d'investisseur. La bourse, c'est vraiment jusqu'à la fin. Hein. Donc vous avez du temps, même pour ceux qui sont proches de la retraite. Voilà. Il n'y a jamais de petits frais. Il faut vraiment regarder les produits, les ETF avec le moins de frais. Vous verrez dans la diapo suivante, je crois, que chaque ETF en fait a des frais, c'est très 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 ridicule comparé à la gestion active, parce que les ETF, c'est des outils, encore une fois, d'investissement passif. Donc vu que c'est passif, vu qu'il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a pas de rémunération à faire. Donc du coup, les frais sont plus faibles. Et ce frais s'appelle frais courant ou expense ratio. C'est ça qu'il faut regarder. Donc prendre le ETF avec le moins de frais, passer par un courtier, un organisme sans frais, et puis vous cherchez à diminuer vos frais par toutes les méthodes possibles et inimaginables. Voilà, ça c'était pour vous montrer ici. Vous voyez, expense ratio. Donc les frais, c'est vraiment ridicule, c'est 0,08%. Voilà. Il y a différents supports pour constituer son portefeuille action. Le plan épargne action que vous devez connaître. L'assurance vie, le compte titre ordinaire et le plan d'épargne retraite. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est des supports, c'est des enveloppes fiscales. Pour faire de la bourse, vous pouvez le faire dans n'importe lesquelles de ces enveloppes fiscales, mais ça reste une enveloppe fiscale. C'est exactement les mêmes mécanismes. Ce qui change, encore une fois, c'est la fiscalité, les conditions d'entrée-sortie. D'ailleurs, on les compare. On va pas forcément, on va juste donner quelques précisions, on ne va pas forcément s'attarder dessus. On a tenu à vous faire une diapositive pour vraiment que vous compreniez quels sont vraiment les avantages et les inconvénients de chacun pour pouvoir les comparer en un coup d'œil.
pour faire très rapidement, le compte titre ordinaire, en fait, c'est vraiment le support à liquidité totale. Les fonds sont disponibles à tout moment. C'est là où vous avez le plus large choix de produits qui existent. Il n'y a pas de limite de versement. Par contre, au niveau fiscal, c'est là où ça fait le plus mal, entre guillemets. Vous prenez la fameuse flat tax de 30%. Pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont en Suisse ou dans des pays où ce n'est pas imposé, c'est 0. Voilà. Le plan épargne action, c'est le meilleur support pour commencer. C'est pour ça qu'on vous l'a mis en premier en haut à gauche. C'est pareil, les fonds sont disponibles à tout moment. Par contre, le choix de produits est assez limité. C'est des produits assez chers en frais, mais ça restera toujours moins cher que la gestion active, ça j'insiste dessus. C'est limité à 150 000 euros de versement, donc d'argent versé, pas de montant affiché, d'argent versé. Donc l'action que vous faites de verser de l'argent sur ce livret, c'est limité à 150 000. Et voilà, la fiscalité est avantageuse au bout de 5 ans. Il n'y a que 17,5%, ça correspond aux prélèvements sociaux. Vous avez l'assurance vie, qui est moyennement restrictive, disponibilité des fonds sur quinzaine. Les choix des produits, il y a pas mal de produits, voilà. Et puis, c'est plutôt utilisé pour transmettre. Et puis, c'est bien pour avoir une bonne relation avec votre banquier. Votre banquier, il aime les assurances vie. Si vous voulez faire un prêt immobilier incessamment sous peu, ouvrez une assurance vie, faites de la bourse dedans et votre banquier sera content de vous donner de l'argent pour l'immobilier. Ça marche comme ça. Le PER, on ne va pas s'attarder dessus, c'est très compliqué. C'est aussi de la bourse, au final. C'est le plus restrictif. L'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Le choix des produits est très limité. La performance est moyenne à cause des frais. Il faut vraiment regarder tous les frais parce qu'il y en a dans tous les sens dans le PER. Et puis voilà, on vous a mis le détail des plafonds, tout ça, on vous laissera regarder. C'est le plus important. Et puis, est-ce que la déduction fiscale est un réel avantage? Parce que quand vous cotisez votre PER en échange, vous avez un abattement sur l'impôt. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, on n'a pas le temps de le traiter, mais ce n'est pas forcément bien, ça dépend. Ça, vous pouvez vous renseigner si ça vous intéresse pour aller plus loin. Voilà. Ça, c'est des petits rappels, on ne va pas s'atténuer. Hein. C'est juste pour vous dire que les frais, c'est vraiment important et qu'il faut vraiment les réduire. La fiscalité, voilà. Ça, c'est extrêmement complexe au niveau de l'assurance vie. Ça dépend de beaucoup de variables et de comment est-ce que vous investissez et de ce qui se passe en fonction de cas de décès, de rente viagère. Et ça dépend aussi de la date d'ouverture du contrat. Donc, l'assurance vie, c'est vraiment à discuter au cas par cas. Et de faire quelque chose de générique, ça ne serait pas pertinent ce soir. On vous a mis ça parce qu'en fait, c'est la fiscalité de l'assurance vie, c'est vraiment un casse-tête. Vous avez tous les paramètres qui rentrent en compte dans la diapositive juste avant. Donc, vous pouvez sur Internet de simuler votre fiscalité avec ces inputs. Et alors, le PER, je pense que on va pouvoir même passer à la diapositive suivante. Ouais. Parce que le PER, c'est encore pire, en fait. Voilà, double dose. Là, voilà. Parce que franchement, le PER, c'est encore plus compliqué. On se demande même, les gens à l'Assemblée qui ont voté ça, est-ce qu'ils ont compris en fait ce qu'ils votaient? Parce que quand vous lisez la fiscalité du PER, c'est un millefeuille, mais c'est le pire millefeuille fiscal qui existe en France, en fait. Je pense que c'est vraiment un mal de crâne et ça, faites-vous aider par un comptable parce que c'est… Enfin bref, pour vous dire que c'est des produits à fiscalité complexe, les fiscalités les plus simples, c'est le PEA, 17,2 au bout de 5 ans, le CTO, 30%. Après, vous avez des avantages dans l'assurance vie, le PER, vous n'avez pas en CTO ou en PEA. Mais voilà, pour l'impact fiscal, faites-vous aider. Alors, on vous dira à la fin comment faire. Ça, c'était juste. Les exemples chiffrés que vous allez voir après, donc vous pourrez aussi, on va vous mettre 4 pour les 4, des exemples pour les 4. Vous pourrez aussi prendre des captures d'écran parce qu'on va vous aborder à nouveau les valeurs importantes. Vous pourrez regarder le détail a posteriori ou via NES quand vous aurez le replay. Voilà, donc là, l'idée, on va juste lire les chiffres en rose, c'est le plus important. Si on part donc sur une performance annuelle de 8%, sur 30 ans, donc de 35 à 65 ans, 1 000 euros par mois, donc vous aurez versé, vous, 360 000 euros, très simple, là, vous faites 1000 fois 12 fois 30, vous êtes célibataire, ce qui fait qu'avec une performance de 8% par an, en moyenne, si vous versez 360 000 euros, donc 1 000 euros par mois pendant 30 ans, le capital à la fin est de 1 359 000 euros. Ça paraît étonnant, mais c'est vraiment ça, c'est la magie, ce qu'on appelle les intérêts composés. Et vu que vous gagnez 8% par an, vous gagnez 8% à chaque fois d'une plus grosse somme que vous mettez tous les mois, et ça fait un gros capital à la fin. Donc ça, ce n'est pas du marketing, c'est mathématique. Depuis 200 ans, c'est ce qui se passe en bourse. Si vous faites ça, après, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais moi, j'insiste toujours en disant que les comportements passés sont hautement prédictifs des comportements futurs. Quand vous rajoutez la dose de comportemental dans la finance, ce qu'on appelle la finance comportementale, vous pouvez plus ou moins prédire ce qui va se passer parce qu'il faut beaucoup de temps pour modifier un comportement dès qu'on en a conscience. Et comme la majorité des gens n'ont pas conscience de leur comportement, en fait, ils ne sont jamais modifiés. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit
Souvent, anticiper un mouvement de foule, c'est même plus simple que d'anticiper le mouvement erratique d'une seule personne. C'est ça, exactement. Et on joue sur le mouvement de foule en bourse. Donc, c'est possible d'être millionnaire de manière liquide au bout de 30 ans en bourse, tout à fait. Voilà, ça c'est ce que Clément vous disait, c'est les 4 supports comparés avec l'impact fiscal. On vous laisse lire, vous pouvez regarder ça tranquillement. Les chiffres ont été vérifiés, donc ça a été fait avec un comptable et avec impôt.gouv au niveau des calculateurs. Vous verrez quels sont les modèles entre guillemets les plus avantageux pour vous ou pas et combien vous pouvez vous attendre avec ce capital de 1 300 000 € à 65 ans. Voilà, ça c'était pour un point d'écart, c'était pour comparer quand vous avez un point d'écart de frais. Vous voyez en bas à droite, c'est ça qu'il faut regarder. On va prendre le PER par exemple. Ben, vous voyez, on passe de 43, 62, 61 à 37, 52, 51. Donc vous perdez 10 000 en fait. Pour un point d'écart au niveau des rentes, vous perdez 10 000 par an, ce qui est énorme. On n'insistera jamais assez, hein, c'est pour ça qu'on a fait une grosse partie, les frais et surtout la durée. Mais 1% de frais, vous avez des exemples chiffrés là de ce que ça donne sur le très long terme. Voilà. Après, une fois qu'on a accumulé ce capital de 1 400 000, comment on l'utilise? L'idée, c'est de retirer en fait 4% tous les ans, ajusté à l'inflation, donc en une fois. Et les études ont montré, vous avez la source, qu'en retirant 4% ajusté à l'inflation, donc par exemple, si l'inflation est de 3% cette année-là, l'année suivante, vous allez retirer 7% du capital. Donc quand vous retirez par exemple 4% de 1 400 000, ça vous fait une certaine somme X. Et les études ont calculé qu'au bout de 30 ans, donc de 65, on va dire, à 95 ans, le portefeuille n'atteint jamais zéro et vous pouvez toujours retirer 4%. C'est ce qu'on appelle les simulations de Monte-Carlo pour les gens qui aiment les statistiques. Vanguard, sur leur site, vous avez la source en bas, donne un outil de projection et vous pouvez voir quel est le pourcentage de chance qui vous reste de l'argent dans votre portefeuille en fonction des paramètres, vous mettez 30 ans, que ça vous dure 30 ans, quel est le capital, là on a mis 1,1 million, voilà, c'est juste en haut. Donc ça fait combien vous retirez, 4%, ça vous fait 44 000 par an, donc ça fait une belle rente. 60-40, ça c'est la répartition du portefeuille, on y vient juste après. Donc voilà, vous voyez qu'il y a 94% de chances que vous ayez encore de l'argent au bout des 30 ans avec un alpha 5%. Ça doit vous parler. Voilà. Ça, c'était juste pour insister sur le fait qu'en fait, la règle universelle, c'est 4%, mais en fait, selon les études universitaires, on peut aller jusqu'à 5,3%. Vous voyez ici, c'est le chiffre en rouge. Vous avez 100% de success rate avec une probabilité de 90%. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, vous avez 90% que le portefeuille soit encore vivant, sachant que votre pouvoir d'achat, par rapport au pouvoir d'achat, vous ne conservez pas 100% malheureusement parce que l'inflation est ce qu'elle est. Vous terminez avec 94% de votre pouvoir d'achat à 30 ans et 90% à 40 ans. Ce qui est excellent parce que, en vrai, là, on perd de l'argent tous les jours avec ce qui se passe en Ukraine et l'inflation. On n'a pas le temps de détailler ça ce soir. Mais là, vous perdez de l'argent. Toutes les secondes qui passent, vous perdez du pouvoir d'achat. Donc, ne perdre que 10 points de pouvoir d'achat en 40 ans, c'est rien du tout. Voilà. On l'a déjà dit, la succession, enfin, l'assurance vie et les PER sont extrêmement complexes. Encore une fois, là, on a cherché, on a une source que vous pourrez consulter par la suite. Le PER serait plus avantageux pour la succession que l'assurance vie. Mais voilà, regardez si jamais ça répond bien à vos critères et ça rentre bien dans votre particularité, on va dire, au niveau des impôts. Voilà, l'article est extrêmement bien fait. C'est sur le blog patrimoine. Quand vous aurez les replays de la présentation, vous pouvez aller voir. Il est vraiment complet, il est très long à lire, mais il est génial, il est vraiment bien écrit, c'est très clair. Donc, pour retenir toute cette partie, voilà, on ne peut pas se projeter précisément sur vos rentes à la retraite. Comme on a dit, l'assurance vie et le PER, c'est des produits complexes au niveau fiscal avec certains frais, donc c'est dur de se projeter de combien vous pouvez avoir avec ce 1 400 000. On a essayé de faire des simulations, vous verrez les diapos juste avant, sauf en CTO, parce que vous verrez, c'est assez linéaire. Vous pouvez voir les diapos d'avant. Ça dépend de plusieurs facteurs personnels, comme Clément a dit. Et encore une fois, on insiste, le meilleur support entre PER, PEA, assurance vie et CTO, c'est celui qui vous convient et vous semble le plus avantageux. C'est ça, chacun a ses convictions et chacun a ses variables, on va dire, personnelles qui sont à prendre en compte. Faites vos calculs en étant aidé ou pas, prenez le temps, faites vos dépenses aussi. Voilà. Et le CTO, le message, c'est vraiment la simplicité. Voilà. Et malgré la fiscalité des 30%, parfois, selon les performances de votre support, ce n'est pas forcément moins avantageux de se prendre 30% versus tous les autres trucs. Donc, l'idée, c'est de gérer seul son portefeuille et de ne pas le déléguer pour diminuer les frais.
parce que ça fait beaucoup, comme on a vu. Donc là, on a fini la première partie introduction théorique générale. Là, on va vraiment parler des portefeuilles maintenant et des intermédiaires. Parce que là, vous avez vu les enveloppes, le PEA, le PER, l'assurance vie, le CTO, mais là, la question, c'est de savoir chez qui. Du coup, il y a différents organismes qui peuvent vous faire une enveloppe, comme on a dit. Il y a Boursorama, Fortunéo, il y a tous les noms que vous voyez là. Vous avez déjà dû en entendre parler de certains. Voilà. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Typiquement, ce qui est très important à voir, on l'a déjà dit, on le répète, c'est les frais sur la durée. Voilà. Et puis, il faut en choisir un, voire deux. Ça ne sert à rien d'ouvrir un support dans chacun. En fait, ça ne sert à rien parce que vous n'allez plus rien comprendre, vous allez vous perdre au niveau mental. Et puis, c'est ce qu'on appelle la diversification. Vous avez la diversification. Puis les Anglais, ils ont inventé la diversification. C'est de croire qu'on est diversifié alors qu'en fait, c'est pire. Tout simplement. Donc, choisissez-en un, voire deux. Et puis, tenez-vous à ça. De toute façon, ça change tout le temps. Les frais changent tout le temps. Il y a de la concurrence, c'est terrible. Donc, c'est bien parce que les frais diminuent du coup. Mais en gros, on ne va pas développer ça parce que ça change tout le temps. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, le ou lesquels choisir, comme a dit Clément. On a dit. De toute façon, c'est en les rose, frais. les frais. Voilà, encore, on insiste. Et les ETF que vous voulez acheter qui Voilà. sont en adéquation avec vous-même. Et on a dit aussi, une gestion libre, c'est souvent beaucoup plus intéressante pour diminuer les frais. Et ça vous permet aussi de pouvoir retirer ou de faire ce que vous voulez. En fait, parce que au fond de la chose, c'est juste votre argent, hein, c'est votre investissement. Donc, c'est toujours plus intéressant d'en être assez libre. Voilà, dans les moins chers, on a fait pas mal de recherches. Vous avez Linksea. Et voilà, Linksea que vous voyez avec 0,6% de frais pour le PEA. Vous avez les détails à ce niveau-là. On ne va pas détailler, voilà. Et on insiste encore, les frais, et puis celui qui détient les ETF que vous voulez acheter, donc les produits que vous voulez acheter, qui sont en adéquation avec vous. Et ça, on va y venir dans très peu de temps pour vous expliquer les ETF qu'on peut faire. On récapitule. Donc là, on a vu quelle enveloppe, PEA, assurance du PER, CTO, chez qui, vous avez la liste des noms, quel ETF, et on y vient tout de suite. Donc on parle d'ETF depuis tout à l'heure, on va vous parler des portefeuilles. Alors, on va vous présenter uniquement deux portefeuilles. Donc le World Portfolio, c'est le fameux 60-40. On va vous le détailler, puis on va vous présenter le Talmud Portfolio. Alors, pour ceux qui sont de confession juive, oui, c'est en lien avec le Talmud, et on verra pourquoi, voilà, tout simplement. Il existe de nombreux autres. Là, nous, on avait développé 4 qui étaient assez intéressants et assez différents, mais on n'aura pas le temps ce soir de développer les 2 autres, le Permanent Portfolio ou l'ADM, que vous pourrez retrouver en replay sur ce qu'on avait déjà fait avec Fabrice. Voilà, on a déjà fait cette présentation plus longue. On parlait du Permanent Portfolio et de l'ADM. Et vous verrez que le Permanent Portfolio est très, très, très actuel par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, Clément a des statistiques à vous présenter. Du coup, on a calculé depuis le début de la crise ukrainienne en disant qu'est-ce que c'est un portefeuille anti-crise. Donc, le World Portfolio, par exemple, celui qui est 60% actions et 40% obligations, il a fait à peu près moins 6,5% sauf erreur. Et le Permanent Portfolio, donc celui qui est réputé anti-crise, il a fait à peine un peu plus de moins 1,1%. Donc, c'est-à-dire que quand tout le monde a dit « Oh mon Dieu, les actions vont s'écraser depuis qu'il y a eu la guerre, début de la guerre en Ukraine », voilà, depuis un mois, en fait, le permanent de portfolio, si jamais vous aviez ce portefeuille, vous auriez fait moins 1%. Donc, c'est rien du tout. C'est une variation normale en bourse, en fait. Voilà. Donc, on va parler du World Portfolio. Alors, il est composé, on l'appelle World parce qu'il est composé d'ETF Monde. Alors, c'est quoi un ETF Monde? En fait, c'est un produit qui va recenser, qui va contenir toutes les actions du monde, d'accord, toutes les entreprises du monde, pas toutes, bien évidemment, mais une grosse partie, en cohérence avec le poids de chaque zone géographique sur les marchés financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Amérique du Nord, ça représente environ 60% sur les marchés financiers en termes de volume. Donc, l'ETF Monde va acheter pour 60% d'actions Amérique du Nord. L'Europe représente 16%, donc ça va être 16% pour l'Europe, etc., etc. Pour l'ETF obligataire, vous pouvez prendre un ETF obligataire monde ou zone euro, zone Amérique du Nord, zone Océanie, ou d'un État, comme l'a dit Clément au tout début, US ou France. Voilà. Donc ça, c'est un portefeuille composé d'ETF monde, qui sont des actions, et donc d'ETF obligataires, donc qui sont des obligations. Ça. Les exemples d'ETF, il y en a beaucoup. On pourrait en citer de nombreux. Là, à chaque fois, on en a montré. Vous pouvez
prendre des captures d'écran ou, comme je disais, regarder avec le replay. Mais donc, là, c'est des exemples d'accumulation et de distribution pour une exposition dans un PEA. Donc, ils sont éligibles au PEA, ceux-là, au niveau obligataire, des fonds en euros ou en dollars. Voilà, vous pouvez voir et vous avez un peu le descriptif avec les frais. Voilà, donc ça, c'était juste un exemple que vous pouvez retrouver. C'est juste des exemples, on ne vous conseille pas, mais sachez que c'est ce que font la majorité des investisseurs. Voilà, en tout cas en PEA. Pour le compte titre ordinaire, c'est d'autres. Vous retrouvez le C8W, hein, qui est vraiment le standard en Europe. Et puis, vous avez d'autres produits. Vous verrez que ce n'est pas les mêmes produits. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est que les produits sont plus restrictifs en PEA, alors qu'en CTO, vous avez vraiment tous les produits. Et puis voilà, vous avez le détail de qu'est-ce que représentent ces produits sur la droite. On va prendre un exemple juste pour vous expliquer comment marche la diapositive. Par exemple, si on prend tout en bas, vous avez VDTY, ça c'est ce qu'on appelle le code bourse. C'est le code mnémotechnique pour se souvenir de quel produit. Vous avez aussi le code ISIN, ça va peut-être vous parler, c'est plein de chiffres, mais voilà, c'est plus rapide, c'est plus simple, pardon, de se souvenir de ces 4 lettres que d'un truc à 13 chiffres. Voilà. Donc ça, c'est un ETF obligataire USA, donc c'est des obligations américaines. Là, c'est émis par la société Vanguard, parce qu'on vous a dit que chaque produit ETF est émis par une société, ça s'appelle BlackRock, que vous connaissez de nom certainement, par Vanguard, par Schwab, que vous devez certainement s'y connaître. Les frais sont de 0,07%. C'est un ETF en distribution, donc il va vous reverser directement les dividendes. Il existe aussi en accumulation. La version accumulation s'appelle VUTA. Et c'est une obligation moyen terme, donc ce qu'on appelle la maturité moyenne à 10 ans. C'est-à-dire que quand vous achetez les obligations, vous avez un taux à 10 ans. Là, le taux américain a récemment augmenté, là, il est à 1,95%. Donc, ça veut dire que si vous achetez des obligations ETF moyen terme, vous allez toucher 1,95% sur l'argent que vous avez mis. Voilà. Cet argent-là, vous pouvez le récupérer à tout moment, on insiste, parce que c'est le principe du ETF. Voilà, ça c'est pour les résidents fiscaux qui sont hors Europe ou TestyWorks. Alors, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais TestyWorks, en fait, c'est un courtier qui vous permet, en tant que résident fiscal européen, d'avoir accès aux produits américains. Parce que quand on est résident fiscal Europe, on n'a pas accès aux produits émis par des entreprises américaines à cause de la régulation. C'est pour éviter la fuite des capitaux à l'étranger, tout simplement, en fait. C'est pour éviter que l'argent sorte de l'Europe. Mais TestyWorks, c'est un courtier qui est réglementé, qui est clean à 100%. C'est juste qu'ils peuvent outrepasser la législation parce qu'ils sont uniquement aux USA, ils n'ont pas de siège en Europe, donc ils peuvent échapper à la législation. Pourquoi vous ne pouvez pas acheter des produits, on va dire, américains quand vous êtes en Europe? Parce que généralement, les courtiers présents en Europe ont des succursales en Europe et aux USA. C'est ce qui vous empêche en fait d'acheter les produits américains. Vous êtes obligé d'acheter les produits européens. En soi, c'est les mêmes produits. Les seuls trucs qui changent, c'est les frais. C'est toujours la même chose. Les produits européens sont plus chers que les produits américains, alors que c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes paniers d'actions. Donc voilà, pour ceux qui ont la chance d'être hors résidents fiscaux Europe, vous avez ceux-là. Ils sont moins chers en frais. Sinon, vous pouvez passer par TestyWorks, qui est un courtier américain, peut outrepasser cette régulation. Ça, c'est les performances. Voilà, on vous parlait de 8% annualisé. Vous voyez, là, le tableau était trop grand. Hein. On ne vous a pas tout mis. Mais si vous allez chercher le tableau sur la source, vous verrez que c'est à peu près entre 8 et 9% par an. Bon, là, ça doit être plus autour de 7,50 à cause de la crise ukrainienne parce que c'est à l'instant T. Mais voilà, en gros, je suis vraiment depuis le début de la bourse, c'est 8 à 9%, sachant qu'on est en allocation 60-40. On va revenir sur cette allocation tout à l'heure. Clément va vous expliquer avec une formule très simple à retenir et très mnémotechnique. Pourquoi on ne s'expose pas que aux USA? On se dit, mais là, c'est un portefeuille monde. Parce qu'en fait, le marché américain, c'est vrai que surperforme toutes les autres zones ces dernières années. Vous voyez, la courbe bleue, c'est les marchés américains. La courbe rouge, c'est les marchés mondiaux. Ça, c'est vrai, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et vous voyez qu'en rouge, les marchés mondiaux ont surperformé les marchés américains. C'est pour ça qu'on parle de diversification et de s'exposer monde et pas uniquement sur une seule zone, sur un seul pays. L'idée, c'est de mutualiser les risques. C'est en s'exposant au monde, on mutualise les risques. Certes, on a de moins bonnes performances, mais encore une fois, l'idée, c'est qu'on s'en fiche. On veut une performance régulière sur de nombreuses années. Voilà. Le deuxième qu'on voulait vous présenter, le deuxième type de portefeuille qu'on voulait vous présenter ce soir, c'était le Talmud Portfolio. C'est en lien avec le Talmud, comme son nom l'indique. Il y a 3 classes d'actifs dedans. Il y a des actions, de l'immobilier et des obligations à moyen terme. Très simple répartition,
tire. Voilà. Et c'est vraiment l'interprétation, en fait, des rabbins dans le Talmud. Il y a cette manière d'investir. C'est ce que disent, c'est ce qui se dit. En tout cas, c'est ce qui a marqué au niveau historique sur Internet. Et j'ai demandé à un rabbin qui m'a confirmé que c'était le cas. Donc voilà, ça a été créé par Roger Gibson en 89. Et c'est un portfolio qui a montré une très très bonne performance. On le voit juste après cette diapo, mais là, voilà, encore une fois, exemple d'ETF, on ne va pas détailler. Vous avez le temps de lire ça tranquillement. On vous a expliqué comment fonctionnait la diapositive. Voilà, là, vous avez votre tiers, hein, vous voyez 33, 33, 33. Par contre, celui-là, vous ne pouvez pas le faire en PEA parce que les produits n'existent pas. Vous pouvez le faire en CTO. Voilà. Et pareil, pour ceux qui ont la chance d'être hors Europe, entre guillemets, et ceux qui peuvent aller sur Testyworks, tout le monde peut aller sur Testyworks, ceux qui ont fait le choix. C'est un CTO, hein, j'insiste encore une fois, Testyworks, c'est qu'un compte titre ordinaire. Vous avez la version américaine qui est la version native. Voilà. Comme on disait, les performances, vous voyez, hein, donc la performance max, là on a jusqu'à 25, plus un peu plus, on a 27 ans, voilà, c'est 9% annualisé. Voilà, c'est beaucoup. Sur les 20 dernières années, voilà. 8,7%. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on parle de 8% dans les exemples? C'est parce que, alors, encore une fois, les performances du passé ne présagent pas des performances futures, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que de base, depuis, même en remontant à presque 200 ans, les performances annualisées, en les lissant, sont à peu près de 8%. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on donne ce chiffre. Puis là, vous avez depuis tout à l'heure, vous voyez ce petit tableau, on n'en a pas parlé, mais en fait, c'est juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe tous les mois. C'est très bien détaillé, vous avez toutes les années là, les performances à l'année, puis vous voyez un peu, selon les mois, qu'est-ce qui se passe. C'est juste à titre informatif, c'est des prédictifs d'absolument rien du tout. C'est juste pour que voilà, vous ayez une idée de qu'est-ce que les gens regardent quand ils font des statistiques. Voilà. En bonus, on vous parlait des choses alignées avec votre valeur, on insiste. Vous avez tout ce qui s'appelle le Socially Responsible Investing, le SRI, ça doit vous parler. C'est tout ce qui est, on va dire, qui touche à les énergies renouvelables, les énergies vertes, les entreprises vertes. Il y a des produits qui existent. Alors, la qualité des produits, on a regardé, ne sont pas forcément le plus vert de ce qui se fait. Par exemple, vous avez Apple dedans, vous avez Disney. Bon, on va vraiment m'expliquer en quoi ils sont SRI. Mais bon, c'est quelque chose qui est en plein essor et nous, on est persuadés qu'il y a une transformation qui se crée parce que l'énergie, c'est la bourse aussi. On n'a pas le temps de l'évoquer, mais s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de bourse. Voilà. Le PIB, c'est de l'énergie. La croissance, c'est de l'énergie. Donc, nous, on est convaincus que la bourse va continuer sa croissance et on n'est pas les seuls parce que justement, il y a cette transition qui se fait vers des choses à énergie moindre, des énergies renouvelables. Donc, la croissance va se faire par la recherche de solutions innovantes plus que par la consommation d'énergie fossile, comme ça a été jusqu'à présent. On vous laissera lire le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là, vous avez des exemples d'ETF pour une répartition, donc 60-40. Et là, justement, on va parler de la répartition, puis moi, on va vous expliquer pourquoi, depuis tout à l'heure, on parle de 60-40. Voilà. L'idée, c'est que une espèce de formule mathématique qui va permettre de lisser par rapport à votre âge et à votre risque. Au plus vous êtes jeune, au plus vous pouvez prendre de risques. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bénéfice et risque, ça fait partie, c'est les deux mêmes faces d'une même pièce. Okay, donc, c'est extrêmement lié. Au plus vous êtes impliqué dans des actions, au plus vous prenez des risques, au plus vous êtes impliqué dans des obligations, au moins vous prenez des risques. Il y a plein de formules pour ceux qui sont médecins parmi nous. Du coup, par exemple, pour la fréquence cardiaque, c'est 220 moins l'âge. Ben là, du coup, c'est 2 fois moins. C'est 110 moins l'âge. C'est la part en ETF d'action qu'il faut, théoriquement, dans les modèles mathématiques qu'on pourra vous détailler plus tard, qu'il faut prendre. Donc, par exemple, pour quelqu'un entre 20 et 30 ans, d'avoir 90% d'actions, ça maximalise les risques, mais aussi le rendement. Et vu que entre 20 et 30 ans, vous ne devriez pas trop prendre votre retraite immédiatement, sur le long terme, vous prenez plus de risques, vous avez plus de rendement, et du coup, c'est plus bénéfique pour la fin. C'est pour ça que, supérieur à 50 ans, on reste à 110 moins 50, 60% d'actions et 40% d'obligations. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, supérieur à 50 ans, on prenait un exemple de supérieur à 50 ans, et du coup, cette répartition de 60% d'actions et 40% d'obligations. Et voilà, on insiste que la performance de 8%, c'est basé sur un portefeuille qui a duré toute sa vie 60-40. Comme vous, en fait, selon quand vous commencez, hein, si vous avez eu la chance de commencer jeune, pour ceux qui ont entre 20 et 30 ans, en fait, votre portefeuille ne sera jamais 60-40 pendant toute votre vie. Vous voyez qu'il est dégressif, mais du coup, ce qui fait que la performance sera plus importante que les 8%. Donc, en fait, c'est vraiment la performance pessimiste quand on parle des 8%.
Alors, après, il y a une autre problématique, c'est le prix de ces produits. Tout à l'heure, on a parlé de 1 000 euros, acheter 1 000 euros d'ETF. Les achats se font le premier jour de bourse du mois sur un courtier que vous aurez choisi, hein, Bourse Direct, Fortunéo, Boursorama. Le problème, c'est que parfois c'est cher, vous ne pouvez pas acheter parce que le produit coûte cher. Ça casse le modèle. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas acheter la même somme tous les mois. Et du coup, ça casse la performance. Parce que une notion qui est très importante, c'est le temps passé dans le marché bas, ce qu'on appelle timer le marché, c'est-à-dire essayer de trouver, comme on a dit au début, la courbe, la psychologie de l'investisseur, essayer de trouver les points hauts, essayer de trouver les points bas. Ça, c'est le pire truc à faire. C'est pas ce qu'on présente ce soir. C'est vraiment l'investissement cool, une fois par mois, 5 minutes, vous laissez couler, et puis voilà. Juste une petite précision de pourquoi investir le premier jour du mois, c'est que les études ont été faites sur ça. C'est pas parce que c'est mieux ou quoi, c'est les études sur lesquelles se basent la plupart des cas qu'on vous a présentés, ont utilisé ça comme base. Voilà, c'est juste ça, c'est de la petite précision. Voilà. Du pourquoi. Par exemple, vous avez l'ETF Monde C8W qui doit être aux alentours de 450 ou je ne sais plus, 440 euros. Bon, bref, c'est une grosse somme. Si vous avez 1 000 euros à mettre, vous ne pouvez pas mettre 1 000 euros stricto sensu, en tout cas en PEA. Il existe en compte titre ordinaire ce qu'on appelle les ETF fractionnés où vous pouvez vraiment investir 1 000. Si vous avez 1 000, vous investissez 1 000 et on vous donne pour 1 000 dollars ou 1 000 euros d'ETF. Ça, il n'y a qu'Interactive Broker qui le fait, qui est l'un des meilleurs courtiers du monde, l'un des plus solides, si ce n'est le plus solide. Vous avez aussi pour les Européens Trade Republic. L'Interactive Broker, c'est plus pour les non-résidents fiscaux. Et Trade Republic, c'est plus pour les résidents fiscaux Europe, c'est allemand. Donc voilà, vous pouvez avoir des ETF fractionnés en investissement programmé tous les mois avec Trade Republic. Sinon, vous pouvez lisser le mois prochain, c'est-à-dire, écoutez, vous avez 1 000 euros, vous pouvez acheter que 2 ETF à 400, il vous reste 200, vous mettez de côté pour les fois suivantes. Ou alors, vous essayez de trouver un ETF qui est moins cher. Par exemple, vous avez l'ETF Monde aussi EWLD qui est émis par Lixor, qui lui vaut à peu près 26 euros, alors que l'ETF CW8 qui est émis par Amundi, donc c'est une autre société, vaut 400 euros. Donc voilà, vous pouvez trouver vos solutions pour essayer d'être plus proche de votre somme mensuelle. On en parlait du coup tout à l'heure, deux anecdotes et comme ça on arrive à la conclusion. Vous avez une grosse somme à investir. Est-ce qu'il vaut mieux investir tout d'un coup ou est-ce qu'il vaut mieux lisser sur tous les mois? Vous avez vendu une maison, qu'est-ce que vous en faites? Lump sum, c'est exactement ce que je vous dis, c'est investir tout d'un coup. Ça s'appelle comme ça. Du coup, c'est le petit acronyme. Ou le DCA, Dollar Cost Averaging. Ça, c'est l'investissement qu'on vous présentait tout à l'heure. 1 000 euros, par exemple, par mois, pendant 30 ans, investir de manière régulière la même somme. Voilà. Donc ça, c'est les deux. Qui c'est qui bat qui? Alors, du coup, il y a une étude qui est sortie par Vanguard, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui propose un investissement de 1 million de dollars. 10 ans plus tard, est-ce que ça a été intéressant d'investir 1 million de dollars directement ou est-ce que ça a été mieux de lisser sur plusieurs mois? Eh bien, comme en médecine, on va dire, il n'y a pas de vérité absolue. Là, dans ce cas-là non plus. Mais de manière majoritaire, l'investissement tout d'un coup bat l'investissement lissé dans à peu près 2 tiers du cas, des temps. C'est à peu près 67% du temps. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de manière intéressante, on en revient à la phrase de tout à l'heure, rester dans le marché, ça gagne par rapport à essayer de timer le marché, essayer de faire mieux que le marché. Voilà, et ces études, elles sont de 1926 à 2011, c'est-à-dire qu'ils ont pris des périodes glissantes de 10 ans, donc 26, 36, 27, 37, etc. etc. Et en fait, ils ont regardé, en investissant ces 1 million de dollars sur ces 10 périodes glissantes, là, sur ces 10 années glissantes depuis 1926 jusqu'à 2011, et bien en fait, comme a dit Clément, 2 tiers du temps, c'est le tout d'un coup qui gagne. Mais ces 2 tiers du temps, c'est des probas, ça ne veut pas dire que vous allez gagner absolument. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Time in the market beats timing the market. Voilà, ça c'est juste. Voilà, vous avez juste un exemple, on ne va pas s'y attarder. On a pris les conditions les plus averses qui existent. Voilà. Portfolio 1, qui est ici, vous achetez au pic en mars 2000. Vous savez qu'en 2000, il y a eu un gros crack sur les .com, sur la bulle Internet. Portfolio 2, vous achetez au plus bas, donc en septembre 2002, donc plusieurs mois après même. On parle de 10 000 initiaux, puis 1000 par mois, toujours, hein, et 40 000 initiaux pour septembre 2002. Pourquoi? Parce qu'on a été correct, on a dit, écoutez, l'argent qu'on ne met pas entre mars 2000 et septembre 2002, on le met de côté, puis on l'investit d'un coup en septembre pour égaliser, parce que sinon, on ne fait pas les comparaisons sur les mêmes sommes d'argent. Donc là, on a été rigoureux, on a vraiment fait une comparaison sur des sommes égales. Ben, vous voyez que le portfolio 1,
en rentrant au pire moment, c'est-à-dire juste avant le crack, mars 2000, la balance est plus importante que le portfolio 2 qui est ici. Le portfolio 2 qui est là, c'est justement le portfolio qui n'est pas rigoureux, c'est celui où, c'est celui où on considère qu'on ne met pas de côté les 40 000. Donc voilà, même si vous mettez de côté en étant le plus rigoureux possible, en rentrant avant, vous gagnez. Donc là, c'est un exemple de le tout d'un coup gagne versus le lycée, ou alors versus attendre le point bas, c'est la même chose. Pourquoi? Il y a les intérêts composés, c'est ça. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, typiquement les intérêts composés, les dividendes qui vont continuer, etc. Là, on vous a présenté le contre-exemple, voilà, c'est la crise de 2008. Portfolio 1 au pire moment, septembre 2007. Portfolio 2 au plus bas, en mars 2009. Donc, vous avez un écart de 28 000 $ entre les deux moments d'investissement, si on met 1000 on va dire, dollars par mois. Vous voyez que le portfolio 2, ici, le rigoureux, ça c'est toujours pareil, le milieu, c'est celui qui n'est pas rigoureux, c'est celui qui n'a pas les 28 000 investis de base. Vous voyez qu'il est légèrement supérieur en final balance que le portfolio 1. L'écart est très minime, enfin, vous voyez, entre 465 et 443. C'est pas non plus énorme. Et voilà, donc dans le dernier cas, vous gagnez en attendant le point bas et en ayant économisé, c'est-à-dire qu'il faut avoir eu la rigueur d'avoir mis de côté l'argent, parce que si vous ne mettez pas l'argent de côté, c'est toujours le portfolio qui rentre au pic du marché haut qui gagne. Et il faut surtout localiser le point bas. Alors ça, localiser le point bas, c'est impossible. Voilà. Donc là, ça fait beaucoup de paramètres que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est pour ça que le message, c'est vraiment, quoi qu'il arrive, quand vous pouvez rentrer, rentrez. Pour enfoncer le clou, ça, c'est deux schémas que j'adore. Ce schéma-là, le schéma que vous avez à droite, il est vraiment donné à tous les analystes du cabinet Schwab. C'est que si vous, sur une période de 10 ans, un peu plus, 15 ans, si vous enlevez les 10 meilleurs jours de bourse de cette période, donc 10 jours sur 15 ans, sachant qu'il y a à peu près 230, 240 jours de bourse par an, et si vous excluez 10 jours sur ces 15 ans, eh bien en fait, vous divisez la performance par 2. 10 meilleurs jours. Voilà, si vous excluez les 10 meilleurs jours, si c'est les 20, vous divisez la performance par 4. Si vous excluez les 50, enfin les 30, pardon, les 30, vous êtes négatif. Donc, timer le marché, encore une fois, c'est une très mauvaise idée. Et là, c'est juste pour vous montrer le retour du SP500, donc qui contient les 500 plus grosses entreprises américaines. Un indice donc, qui est composé de plusieurs actions. Entre 26 et 2011, eh bien, vous voyez que sur une période de 20 ans analysée, on est à 17%. Encore une fois, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de rapport temps-bénéfice-risque. C'est je ne veux pas investir de temps, je ne veux pas essayer de timer le marché. De toute façon, si jamais on fait une erreur de timer le marché, d'essayer de faire mieux que le marché et qu'on se rate, vous voyez que d'un coup, les performances sont énormément abaissées. Voilà, on arrive gentiment à la fin. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant si jamais on investit une grosse somme juste avant le crash, ou si jamais on part à la retraite en plein crash, on a un peu parlé juste avant, en fait, on l'a abordé keep calm, I'm doctor. Okay. Ça va bien se passer et vous allez juste voir les exemples chiffrés juste après, avec pour une entrée juste avant la crise de 2008. Donc là, pour une personne active, donc pour quelqu'un qui n'est pas à la retraite, qui va mettre 300 000 €, donc en un coup, plus des versements mensuels de 1 000 €, dans un portefeuille monde 60-40, on part toujours sur des modèles simples. Vous voyez, donc on rentre au pire moment. Hein. Là, c'est vraiment le pic haut avant le crack de 2008. Là, vous voyez qu'au final, le crack, ok, vous prenez un petit moment. Ça frôle les 200 000, sachant que vous avez mis 300 000. Mais vous voyez que rapidement, tout remonte. Donc, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Pour quelqu'un qui part à la retraite, par contre, je crois que c'est cette diapo. Non, ça, c'est pour comparer. Attends, est-ce que ça, c'est la retraite? On étale le capital. Oui, là, c'est plutôt on étale le capital. Au lieu de mettre les 300 000 plus 1 000 sur les mêmes 13 ans, on décide de l'étaler. Est-ce qu'on voit le crack? Ben non, au final, il n'y a pas de crack. Voilà. Alors que vous mettez 300 000 d'un coup ou en DCA, comme a dit Clément tout à l'heure, soit le lump sum, soit le dollar cost averaging, au final, le crack, vous ne voyez pas. Voilà. Pour une départ en retraite, c'est là. Alors, vous voyez, on estime que vous avez 500 000 de capital, qui est largement atteignable avec ce qu'on vous a présenté. Vous retirez 4% par an ajusté à l'inflation. J'insiste, le modèle est ajusté à l'inflation. Portefeuille monde 60-40. Donc, vous retirez 4% du capital à chaque fois. Vous voyez que même en retirant 4% du capital, ok, là, vous prenez un petit crack, mais même en continuant de retirer sans rajouter, j'insiste, c'est sans rajouter, donc vous avez 500 000, vous retirez 4%, vous ne rajoutez rien. Là, ça fait un peu mal, puis après,
ça monte, ça monte, ça monte. Et vous voyez que plus de 10 ans plus tard, vous avez même plus que la somme de départ. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu que votre pouvoir d'achat est préservé. C'est parce que la valeur de votre portefeuille va être plus ou moins indexée à l'inflation. Voilà. Et maintenant, du coup, Les il y a autres eu craquent. d'autres cracks. On n'a pas détaillé, mais on aurait pu aussi les détailler. Il y a des politiques suivantes, sauf erreur, du coup, c'est le homme versus femme. Hein. Ça, c'est juste pour la petite anecdote. Qui c'est qui bat qui? Il y a des études qui ont été sorties et, pour résumer, les études disent que les femmes surperforment souvent de 5% les hommes. Pourquoi? On l'a dit. L'idée, c'est il faut souvent, en tout cas en investissement boursier pour le très long terme, je répète, chaque mot est important, investissement bourse pour le très long terme, il faut juste faire des choses extrêmement simples. Il faut avoir le moins d'émotions possible. Il ne faut pas essayer d'être dans la guerre, il ne faut pas essayer d'être dans le combat, il ne faut pas essayer d'être dans le je vais gagner face au marché, etc. Non, juste de faire des choses calmes, carrées, de rentrer, de mettre 1 000 € par mois dans les exemples qu'on a mis. C'est quelque chose de très basique. Et du coup, souvent, alors c'est un trait de caractère qui a été montré dans ces études, souvent les hommes essaient de battre le marché et au final, ça marche moins bien d'essayer de battre le marché. Les études montrent que ça marche moins bien. Voilà, les femmes sont plus conservatives, plus disciplinées. Et puis, c'est tout. C'est ça qui fait la différence. C'est tout bête. Bravo, mesdames. Voilà, bravo à vous. Conclusion, voilà. En fait, voilà. Là, on est passé assez rapidement, mais vous voyez qu'en fait, c'est pas si compliqué. Il y a des termes barbares, mais ils ont des significations. L'idée, c'est de peut-être choisir un portefeuille monde, de prendre un ETF avec le moins de frais. Encore une fois, un ETF, c'est un panier que vous achetez avec plusieurs produits. Le support qui vous arrange, ça, il faut voir avec vous-même ou en vous faisant aider. La suite, vraiment, c'est le moins de frais possible. On ne le répétera jamais assez. Le moins de frais possible. Sur le très long terme, ça fait une catastrophe. Ça fait vraiment fondre le patrimoine. Et du coup, la répartition des ETF actions-obligations, les études montrent c'est 110 moins l'âge. Et la gestion seule, encore une fois, réduit les frais et vous en êtes capable. L'idée, c'est vraiment d'investir dans les exemples qu'on a montrés, toujours sur les mêmes produits. Et vous allez battre la plupart des produits financiers que votre banque ou que votre conseiller va vous pouvoir représenter. Voilà. Il ne faut pas longtemps. Et j'insiste sur le fait qu'on va y parler juste après cette diapo avec la conclusion, le temps que vous préparez vos questions, c'est que vous pouvez vraiment investir en gérant seul sur les trucs avec lesquels vous êtes aligné. Si vous ne voulez pas investir dans le tabac, dans les arbres ou dans ce genre de trucs, vous pouvez. Vous pouvez investir dans un ETF où il n'y a pas ça, justement. 5 minutes par mois, on l'a dit encore, time in the market, c'est le plus important, tu es discipliné, encore une fois, simple. Et puis, encore une fois, n'essayez pas de battre le marché, ça ne sert à rien. Tous les gestionnaires actifs sont mauvais. Et je précise juste, là, c'est là où je l'excite un peu, c'est que les 10% qui gagnent, soyons clairs, ce n'est pas la population générale. Les 10% qui gagnent sur 20 ans, ce sont les gestionnaires actifs de grosses fortunes qui ont accès à des produits que la population générale n'a pas accès. Donc, c'est encore plus restrictif que ça en a l'air. Donc, c'est 10%, mais dans les 10%, en fait, c'est le 1%. Donc, en fait, il faut faire partie du 1%, même du 1% du 1% pour avoir accès aux 10% des fonds actifs qui gagnent. Voilà, donc en gros, c'est... Voilà, on espère que cette présentation vous a plu, qu'elle était claire, que ça vous a un peu, on va dire, démystifié les marchés boursiers. Vous pouvez préparer vos questions, et pendant que vous préparez vos questions et que Clément est en train de regarder, voilà, moi, je vais juste vous présenter un schéma et vous présenter le lien en fait avec l'économie. Hop. Alors, juste un instant. Non, j'arrive pas, en fait. Hop, j'arrive pas du tout à maîtriser le truc. Voilà, c'est bon. Alors, là, on va s'intéresser à ça. Il y a 3 éléments importants à comprendre. Vous avez les banques centrales, donc la BCE, la Fed, ça va vous parler. Vous avez ici ce qu'on appelle le marché secondaire, donc c'est le marché de l'occasion, donc l'immobilier ancien, la bourse, qu'on appelle en économie le bloc spéculatif. Encore une fois, ça n'a que le nom de spéculatif et ce n'est pas forcément le but de ça. Et là, vous avez le bloc productif qui est ici, qui est l'immobilier neuf, qui sont les entreprises et qui sont l'économie. Voilà. Quel est le rôle d'une banque centrale? Parce qu'on parle de ça à la télé, dans les journaux. La banque centrale, son rôle, c'est d'avoir une inflation à 2%. On considère qu'une économie qui tourne bien, c'est une inflation qui est égale à 2%. C'est pour ça
que vous voyez dans les journaux que les banques centrales, les banquiers centraux essayent de limiter cette inflation à 2%. Ce qui se passe, c'est que les banques centrales vont injecter de la monnaie, vous voyez ça sur le schéma avec les petits dollars, et qui est fabriquée de deux manières. Vous avez, en gros, les banques centrales prêtent de l'argent ou rachètent des produits financiers. Et le résultat de ça, c'est ce qu'on appelle la création monétaire. En fait, les banques centrales vont acheter des produits financiers aux acteurs des marchés qui en ont. Donc, si ces acteurs sont des banques, comme votre banque, ce qui va se passer quand la banque centrale va racheter des produits, on va avoir ce qu'on appelle l'injection de monnaie centrale. C'est la monnaie que les banques s'échangent entre elles. Par exemple, vous êtes à la BNP, moi je suis à la Société Générale, vous me devez 10 euros. Donc en fait, la BNP, qui est votre banque, doit 10 euros à la Société Générale. La BNP, en fait, règle sa dette, sa créance envers ma banque en monnaie centrale, et vous voyez l'opération tout simplement sur votre compte comme un crédit, comme un débit de 10 euros, et moi comme un crédit de 10 euros. Voilà. Si ce sont des particuliers, c'est-à-dire si la banque centrale rachète vos produits, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. Donc, il y a aussi de la monnaie scripturale et centrale qui est créée. La monnaie scripturale, c'est ce que vous voyez sur votre compte en banque. Voilà. Depuis 2008, en fait, et surtout depuis 2015, toutes les banques centrales du monde impriment de la monnaie. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. En fait, les croyances des banquiers centraux, qui sont tous prix Nobel, souvent, j'insiste sur ce point, c'est qu'une économie qui fonctionne bien nécessite, et j'insiste entre autres, des prix qui grimpent. Donc l'inflation est nécessaire au bon fonctionnement de l'économie à une vitesse d'environ 2%. C'est les études qui montrent ça, 2% par an dans le bloc productif. Donc il faut qu'il y ait une inflation de 2% par an dans le bloc productif qui est en bas à gauche. Voilà. Plus ça ne marche pas, c'est-à-dire plus on s'éloigne de ce 2%, à la fois à la hausse comme à la baisse, plus c'est dangereux. Vous risquez, si ça va trop haut, ce qu'on appelle l'hyperinflation. C'est ce qui est en train de se passer là, avec la guerre en Ukraine, entre autres. L'inflation a bien démarré avant la guerre en Ukraine. Donc, si on vous dit que c'est à cause de la guerre en Ukraine, c'est totalement faux, ça a commencé bien avant. Et si c'est moins que 2%, ça ne marche pas non plus, on est en récession. Et ça, c'est le pire des trucs qui existent, c'est la misère généralisée historiquement. Voilà, c'est pour ça qu'on entend dans les médias ce truc de 2%. Mais la causalité, en fait, de cette croyance de 2% pour que le bloc productif fonctionne bien, va aussi dans l'autre sens. Pour avoir une inflation à 2%, il faut une économie qui fonctionne. Or, et ça c'est très important, les nombreux critères qui permettent à une économie en fait, de fonctionner, c'est la bonne santé des affaires financières réalisées par le bloc spéculatif. Et c'est là que le bloc spéculatif rentre en jeu. C'est-à-dire que pour faire 2%, il faut que le bloc en bas à gauche marche bien, mais pour que le bloc en bas à gauche marche bien, il faut que le bloc en bas à droite marche bien lui aussi. Donc en fait, c'est vraiment une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante pour atteindre ces 2% d'inflation. Donc en fait, en 2008, ce qui s'est passé, c'est que les prix de la bourse se sont effondrés. Donc là, on est dans une crise financière donc du bloc spéculatif. Et ça a contaminé le bloc productif via les banques, avec la crise des subprimes, où toutes les maisons étaient en vente. La banque d'investissement Lehman Brothers a fait faillite. Ils ont décidé de ne pas la sauver. C'est exactement ça qui s'est passé. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia exactement l'histoire. Donc, le problème, c'est que relancer l'économie, il y a tellement de variables à aligner, en fait, qu'on ne sait pas toujours ce qu'on fait. C'est un jeu d'équilibriste. Mais comme on sait que l'une des variables nécessaires et la plus facilement visible, c'est le bloc spéculatif, quand on veut sauver l'économie, on sauve la finance. C'est pour ça que ces derniers temps, on parle d'impression monétaire dirigée en bourse. C'est parce qu'en sauvant la bourse, vous sauvez l'économie. C'est ça le lien en fait, entre la bourse et l'économie. Il y a d'autres liens, mais ça, c'est le lien principal qui nous concerne actuellement. Donc, en fait, à cause de cette croyance des 2% et de la mise en œuvre du plan pour les atteindre, les marchés deviennent dépendants des banques centrales. Donc, une croyance aussi se crée du côté des marchés financiers qui dit on est dépendant des banques centrales. Les banques centrales pensent que le bloc spéculatif est dépendant de l'argent et le bloc spéculatif pense qu'il dépend de l'argent de la banque centrale. Donc, le truc, c'est que ça crée une croyance que la bourse augmente uniquement car les banques centrales rachètent les actifs. Du coup, quand les banques centrales annoncent qu'elles vont arrêter d'injecter de l'argent, c'est ce qui se passe depuis pas longtemps, du coup, les marchés financiers paniquent, tout le monde vend. En fait, on a créé une addiction. C'est comme si les marchés financiers étaient addicts de l'argent de la banque centrale. Et si ça continue à très long terme, c'est ce qu'on appelle une bulle spéculative. Donc, on a une augmentation des prix sans création de richesse dans l'économie réelle. Et c'est ça
une bulle spéculative. Ce n'est pas le fait de spéculer à la hausse ou à la baisse, c'est une augmentation des prix sans création de richesse. Quand vous faites du trading pour spéculer, c'est que vous essayez d'avoir le plus d'argent sans créer de la richesse dans l'économie, dans le bloc productif. Sachant qu'en achetant des actions en bourse, vous soutenez l'économie parce que vous stabilisez le prix des actifs des entreprises, vous réduisez la volatilité, vous permettez aux entreprises de racheter leurs propres actions, donc de croître, de diminuer la volatilité encore une fois, et de reverser les dividendes à elles-mêmes, et donc d'augmenter leur budget pour acheter des machines, pour payer des nouveaux salariés. C'est un cercle vertueux en fait. Donc c'est pour ça qu'en achetant des actions en bourse, vous participez directement au bloc productif, à l'économie réelle. Voilà le lien en fait entre la bourse et l'économie. Donc là, on peut passer aux questions après ce laïus magnifique qui, on l'espère, était clair. Donc, juste avant les questions, pardon, excusez-nous, on voulait vous présenter Créate. Donc, c'est la société qu'on a créée avec Clément. L'idée qu'on a, c'est vraiment de démocratiser les finances personnelles auprès des soignants parce qu'on trouve que c'est trop précieux, le travail que vous faites, la valeur que vous dégagez aux patients, elle est trop précieuse et personne ne devrait avoir le droit de gérer votre argent en se gavant, comme on a dit avec les frais notamment. C'est des compétences qui ne sont pas compliquées à avoir, pas compliquées à assimiler, c'est beaucoup moins compliqué que le soin. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Avec Créate, on a voulu faire du coup des séminaires pour transmettre ces informations de la manière la plus claire, la plus simple possible pour en fait, vous montrer ce qui existe pour que vous puissiez faire ce qui vous convient. C'est vraiment ça le plus important. On ne vous vendra jamais quoi que ce soit comme produit financier. L'idée, c'est plutôt un peu comme une école, un peu comme une formation que vous faites là avec NES. L'idée, c'est vraiment de vous enseigner quelque chose et pour que vous puissiez l'utiliser selon vos désirs, vos envies, vos convictions. Voilà. Donc, on fait des séminaires et puis le prochain séminaire est à Paris le 22-23 avril. Avec l'hôtel, ce qu'on a fait, on était déjà complet, mais on a réussi à libérer 2 places. On a libéré les 2 places sur notre site, donc create.com, c'est C-R-E accent aigu, A-T. Ça marche maintenant dans les bars internet. Donc create.com, vous allez dans date, vous avez un seul séminaire ouvert, c'est celui de Paris, et vous verrez qu'il reste 2 places. Donc si ça vous intéresse, vous avez le temps de lire sur internet ce qu'il en est, vous avez le programme détaillé. Et si vous vous inscrivez sur Créate, vous recevez notre newsletter, on fait un blog aussi avec des articles sur les finances personnelles, sur l'immobilier, la bourse, les cryptos, entre autres, sur le mindset aussi, tout ce qui est psychologie, parce que ça, j'adore ça. Voilà. Et puis, vous avez si vous inscrivez dans la newsletter, vous avez le programme encore plus détaillé. Donc là, sur Internet, vous avez le détail, puis si vous inscrivez à la newsletter, il y a encore plus de détails pour ceux que ça intéresse. Et en vous inscrivant aussi à la newsletter, vous avez les webinaires passés. C'est ça, les webinaires passés, notamment celui-là sur la bourse, qui a été fait sur YouTube, vous avez le lien pour justement regarder, et si vous voulez avoir plus de détails sur tout ce qu'on a dit, le webinaire a duré plus de 2h30, donc c'est beaucoup plus, on prend beaucoup sur plus les de autres temps. portefeuilles, typiquement, il y en a sur les crypto-monnaies ainsi que sur l'investissement immobilier aux US. Voilà. Et des fois aux questions par rapport à cela. C'est ça. En tout cas, on va repasser la main à Faustine pour présenter les différentes diapositives de NES Formation et ensuite on répondra à vos questions. Tout à fait. Merci beaucoup Clément et merci Fabrice pour cette présentation très intéressante. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris de belles choses et que ça vous sera utile. Rapidement, voilà, je voulais vous présenter quelques formations qui allaient prochainement être disponibles chez NES Formation. Donc à la fois en présentiel et ou classe virtuelle en avril, mai, juin. Donc, comme je vous le disais, des thématiques variées. Donc, à la fois une thématique cannabis et santé avec le psychiatre, le docteur Delille, une thématique sur la douleur, la prise en charge de la douleur avec le professeur Sora et le Serra et le docteur Assoun en présentiel à Paris. Et également une autre thématique telle que l'hypnose médicale avec le docteur Benayem et également des e-learning. Une thématique sur contraception et prise en charge de la femme ménopausée, l'erreur médicale avec le docteur Galam et également les bonnes pratiques en médecine générale avec le premier volet sur l'hypertension artérielle qui sera animé par le docteur Gebrael et plein d'autres formations à venir que vous pourrez retrouver sur notre
sur notre site et pour les chirurgiens dentistes qui sont parmi nous, également un joli programme pour vous. Donc, le professeur Armand qui animera en avril une formation sur le secteur antérieur, une hypnose sous un autre regard par le docteur Barmaki, l'hypnose flash en juin à Lyon en présentiel, et également en présentiel le docteur Olivier Etienne qui présentera une formation sur la dentisterie adhésive de la dent pulpée, et en e-learning, la traumatologie dentaire qui sera très, très prochainement disponible sur notre site internet si vous voulez vous inscrire, qui est animé et conçu par le docteur Effie Nolin, la dermatologie buccale déjà disponible par le docteur Moreau, et également une formation déjà disponible et très appréciée, conçue par le professeur Fromentin sur les prothèses amovibles complètes. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à contacter NES Formation et ça permet de faire le lien justement avec, en plus de Créat, on a créé un podcast qui s'appelle Medifrou. Alors ça n'a rien à voir avec Créat et les finances personnelles, c'est plus le podcast des professionnels de la santé. Brièvement, de quoi on parle? L'idée, c'est essayer de vous inspirer, de vous faire penser peut-être différemment, vous ouvrir de nouveaux horizons. On y reçoit des entrepreneurs, des investisseurs, des artistes, des sportifs. Et l'idée, c'est de voir un peu leur parcours, comment ils ont fait pour faire ça à côté de leur métier de soignant, ceux qui ont monté des cliniques, des startups, ceux qui gèrent une vie artistique, une carrière sportive de haut niveau à côté, une vie associative, des projets impact. Enfin, vous verrez, c'est assez varié. On vous laisse voir le site, donc meditfrou.com. Vous avez le site. Pourquoi, du coup, on dit que c'est en lien avec NES Formation? C'est ça. Tout à fait. On a, du coup, dans le dernier podcast, on a interviewé le président de NES Formation. C'est ça. On a passé un moment avec Harry. C'était extrêmement enrichissant. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur lui, sur quelle est sa vision des choses, pourquoi il a fait NES Formation, quel projet il veut porter, vous allez sur le site Medifrou. On est sur Apple Podcast, Deezer, enfin tous les trucs de podcast qui existent, hein, Amazon même, ça je ne savais pas, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc on est partout. Et puis, grâce à vous, grâce à la communauté de soignants, on a réussi à taper sur les 30 jours un top 20. On est passé 16e en Suisse et en France dans le domaine des développement personnel. C'est un développement personnel. Donc 16e pour un truc qui démarre. Voilà. Donc on est très content. C'est des formats longs, ça dure 2 heures. Comme ça, quand vous repassez, quand vous étendez votre linge, quand vous êtes en voiture, quand vous courez. Voilà, on vous invite vraiment à écouter. En tout cas, on n'a que des bons retours. On vous remercie à ceux qui ont déjà écouté, qui sont déjà là peut-être. L'idée principale devant Créat et Medifrou, c'est vraiment d'éviter de se cantonner à être uniquement et seulement soignant et de pouvoir un peu se diversifier, comprendre ce qui se passe autour au niveau de tes finances personnelles, comprendre que c'est possible aussi de faire autre chose. Du coup, on va maintenant passer à vos questions. Voilà. Il y avait des questions assez générales. Il y a une première question de Clara qui parlait des ETF or et matières premières. Qu'en pensez? Alors oui, Clara, je vais juste te répondre. Alors, je reboot ta question comme ça, je préfère avoir ça sous les yeux. Voilà, parfait. Alors oui, c'est des très bons ETF si ça rentre dans le cadre d'une stratégie cohérente et notamment dans le permanent portfolio. Tu as un ETF sur l'or. Alors le permanent portfolio, on n'en a pas parlé, mais c'est très simple. C'est comme le Talmud. Le Talmud, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Le permanent portfolio, c'est un quart, un quart, un quart, un quart. Et dans un des quarts, tu as des ETF sur l'or, donc sur un métal précieux. Pas sur les matières premières, mais sur l'or. Pourquoi pas sur les matières premières? Parce qu'en fait, le problème des matières premières, ça c'est une autre étude, on en parle en séminaire du coup, une étude encore de Vanguard qui montre que les matières premières en période inflationniste, ce sont celles qui performent certes le plus, mais qui ont le plus de volatilité, donc le plus de risques. Donc les matières premières, c'est vraiment pas utilisé dans des portefeuilles long terme, c'est plutôt l'or qui s'en sort très bien, quelles que soient les périodes. Donc voilà ce que j'en pense moi, c'est des très bons outils, mais plus pour l'or que pour les matières premières. Si tu veux un ETF matières premières, ça sera plus pour un portefeuille peut-être plus actif, mais ce n'est pas du tout dans le cadre de ce qu'on a présenté ce soir. C'est vraiment si tu veux prendre plus de risques. Mais le problème, c'est que les cycles des matières premières sont très rapides à l'échelle boursière, on va dire. Donc, moi, je vais pas sur ça, personnellement. Voilà, c'est mon avis. Mais l'or, c'est très, très bien. Voilà, du coup, réplication synthétique. Voilà, du coup, je ne sais pas de quoi les ETF, réplication ou synthétique. Voilà. À voir en fonction. Il y a une autre question de Marie-Claude. Est-ce qu'on peut négocier les frais en assurance vie et en PER? Alors, non. Malheureusement, non. C'est l'émetteur, par exemple, Lynxea ou Yomoni
ou n'importe qui d'autre à ses frais. Et puis, ce n'est pas négociable, malheureusement. Voilà. Une question de Nicolas qui est assez précise. Alors, je suis résident hors Europe, au Canada, mais je compte un jour redevenir résident fiscal français. Quel support, outil en ligne devrais-je choisir pour faire une transition transparente? C'est-à-dire que je vais investir en dollars pendant 5 à 10 ans, puis continuer à investir en euros lorsque je reviendrai m'installer en France. Alors, très bien, très simple. Si tu habites au Canada, que tu n'as pas ouvert de PEA encore, tu ne peux pas ouvrir de PEA, donc le seul outil qui existe, c'est le compte titre ordinaire. Voilà. Si tu es au Canada, tu peux passer par Interactive Broker. Interactive Broker, l'avantage, c'est que tu peux investir en dollars canadiens, en dollars US, en tout ce que tu veux, en euros. C'est un compte bancaire, en fait, multidevise, avec des frais extrêmement faibles. Pour te dire, Interactive Broker, en fait, c'est le roi des marchés d'échange. 60% du volume des marchés d'échange mondiaux passe par Interactive Broker. Donc, c'est eux qui ont la main mise sur ça. C'est pour ça que les frais sont très faibles, parce qu'ils ont un très gros volume. Par exemple, quand tu vas échanger des dollars en euros, des euros en dollars, tu auras uniquement 2 dollars de frais, quelle que soit la somme. Enfin, il y a une limite à la hausse, mais voilà, généralement pour les sommes dont on parle, ce sera 2 dollars. 2 dollars de frais, donc, et tu as vraiment un change au cours instant T. Il n'y a pas d'arnaque, c'est vraiment le cours Forex officiel, il vient de Interactive Broker, en fait. Donc, c'est vraiment une très, très bonne solution. Tu peux garder Interactive Broker en France, aucun problème. C'est juste que tu n'auras plus accès aux produits Nord-Amérique. Vu que tu es au Canada, tu as accès aux produits Nord-Amérique, ce qui sont les meilleurs produits. Donc, par exemple, pour un portefeuille monde, tu as VT, le ETF VT, qui est Action Monde, et BND, qui est obligation, enfin ETF obligation américain. Tu peux partir sur un VT BND, par exemple, 60-40 en fonction de ton âge. Et puis quand tu reviens en France, soit tu peux garder ton compte titre ordinaire, le déclarer quand tu arrives, bien évidemment, et après tu peux soit ouvrir un PEA, soit garder un compte titre chez Interactive Broker, cette fois-ci en prenant des produits libellés en euros. Sachant que quand tu fais un portefeuille monde, qu'il soit en dollars, en euros ou en yens, ou tout ce que tu veux, même en roubles, ça n'a aucune importance parce que les produits achetés, donc comme on t'a dit, les produits en réplication physique sont achetés physiquement, sont achetés dans la devise de base de l'entreprise du pays. Comme tu es exposé à des entreprises dans le monde, eh ben forcément, tu es exposé aussi en devise. Donc, que ce soit en euros ou en dollars, quand tu es exposé monde, ça n'a pas d'importance que ce soit en euros ou en dollars. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Il y a une question de Sandrine aussi, qui pose plusieurs questions à la fois. Pour une novice, si j'ai bien compris, le mieux est une gestion libre, mais du coup, à quoi ressemble l'interface de choix de l'ETF World? Alors, l'interface de choix, je pense que tu veux dire comment est-ce qu'on l'achète. Si jamais c'est ça, via ton… Alors, à chaque fois, on dit broker, son courtier. Donc, ça peut être ta banque, ou sinon, comme on disait, on en proposait d'autres qui réduisent les frais. Et encore une fois, les frais, c'est le plus important. Est-ce que, même sans s'y connaître, on s'y retrouve? Alors, ça, du coup, comment faire le choix par rapport à performance, aux entreprises comprises, etc. Alors, encore une fois, ça, il faut choisir en fonction de ses convictions, en fonction de ce que tu veux choisir toi-même. On peut très facilement regarder typiquement les plus… On n'a pas parlé, mais il faut que l'ETF ait un gros volume quand même, donc il faut mieux choisir les principaux. Et en fonction de la réplication, ça c'est aussi important de prendre ça en compte. L'idée, c'est que les comparateurs d'ETF, tu peux en trouver facilement sur Internet. Tu tapes comparateur d'ETF. On a donné les liens ETF Database, par exemple, dans la présentation, ETF.com qui a des comparateurs. Mais je rebondis sur ce que dit Clément. Au final, l'idée dans l'investissement passif, c'est vraiment d'être le plus diversifié possible. Donc, en fait, il n'y a pas trop de choix à faire. Si tu veux, dans l'investissement passif, tu as déjà des portefeuilles préconçus, comme le portefeuille Monde, le portefeuille Permanent Portfolio, le Talmud Portefeuille. Et l'idée, c'est plus de faire le choix entre ces ETF. Sachant que c'est la même chose. L'ETF chez Amundi, c'est le même que chez Lyxor. C'est juste au niveau des frais que ça change un peu. Après, si tu veux faire du plus spécifique, ça demande beaucoup plus de temps, de compétences, c'est vrai, de se renseigner. Mais en tout cas, ça prend du temps. Après, j'insiste aussi sur ce que disait Clément. L'interface, c'est vraiment sur Boursorama, sur Interactive Broker. Ça, on n'a pas eu le temps de le traiter. Sur ta banque. Sur ta banque, ça diffère en fait de chacun. Et en fait, c'est une interface assez, on va dire, classique. On n'a pas d'interface là, on n'a pas en photo.
mais tu as juste, on va dire, un carré avec le nom du produit, puis tu as deux boutons, acheter, vendre, et puis après, tu choisis la manière dont tu achètes, soit ce qu'on appelle un ordre au marché, c'est-à-dire que tu achètes au prix à l'instant T, soit un ordre limite, c'est-à-dire que toi-même, tu définis un prix auquel tu es prêt à acheter. Généralement, vu qu'on investit tous les mois, on s'en fiche du prix, on achète au marché, c'est-à-dire au prix à l'instant T, et puis voilà. Encore une fois, quand tu dis au pif et au petit bonheur la chance, comme toujours, souvent ça marche assez mal ce genre de stratégie, de faire un peu aléatoire. Ce que tu peux faire, c'est soit revoir le séminaire, le webinaire qu'on vient de faire avec Ness, soit sinon directement, comme on disait, sur le site Create, creat.com, tu pourras t'inscrire et tu reçois le webinaire complet où là, il y a aussi tous les autres portefeuilles qu'on n'a pas présentés. Et encore une fois, les petits codes que tu voyais en bas, les petits indicatifs, par exemple VT ou BND ou VTI, etc., ça, c'est le nom de l'ETF. Si jamais, par exemple, tu tapes juste après, tu pourras essayer VT Action, tu vas voir, ou Stock, parce que c'est le nom en anglais. Tu tapes VT Stock, tout de suite, tu tombes sur le cours de cette ETF qui s'appelle VT. Voilà, même plus précisément VT, ETF, Stock, Price. Voilà, là, en tapant ces 4 mots-clés, tu es sûr de tomber sur le premier lien, sur le graphique et sur le prix. Ouais. Alors, je l'ai même refait hier, tu tapes VT Stock, premier résultat. Non, tapez VT, Stock, Price. Voilà. Non, les deux, ça marche. Voilà. Alors, Damien, comment voit-on le réinvestissement de ETF accumulation à chaque versement de dividendes, notre nom d'ETF augmente ou c'est la valeur? Alors, très bonne question. C'est la valeur qui augmente. En fait, c'est la valeur de l'ETF qui augmente. Et alors, ça dépend des produits et ça dépend de l'émetteur de l'ETF, donc de Amundi, de Lyxor, de iShares, qui est BlackRock, Vanguard, de Schwab, enfin, tous les émetteurs. Ils ont une fréquence de réinvestissement. Parfois, c'est réinvesti au jour du versement des dividendes. Parfois, c'est investi qu'une seule fois par an. Et c'est bien que tu poses cette question, ça permet de préciser. Tout à l'heure, j'avais dit qu'entre distribution et accumulation, la performance était pratiquement identique. Elle est pratiquement identique, mais pas identique, parce que justement, la différence vient de là. C'est qu'en distribution, vu qu'on te distribue les dividendes à un rythme connu à l'avance, par exemple trimestriel, toi-même, tu vas pouvoir réinvestir de manière plus fréquente. Donc, tu vas pouvoir lisser de manière plus fréquente. Pour l'accumulation, parfois, l'émetteur, il va lisser tous les ans. Ce qui fait que le lissage, il se fait tous les ans et pas tous les mois. Donc, c'est pour ça qu'il peut avoir parfois des écarts de performance et c'est souvent à la baisse. Mais c'est très, très à la baisse en faveur de la distribution. La distribution surperforme, mais vraiment un poil l'accumulation. Mais c'est très, très, très léger. C'est pas significatif. Donc, voilà. Donc, c'est bien la valeur de ton produit qui augmente, pas ton nombre. De rien, Sandrine. Et après, avec les intermédiaires de travail déjà mâchés, on a une... Non, mais du coup, OK, parfait. Bon, je t'en prie. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, Faustine, on te rend la main. Merci beaucoup en tout cas pour ce webinaire. C'était très intéressant. On a eu des nombreuses questions. De toute manière, le replay sera bien entendu disponible. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pourrez nous envoyer un petit mail. Je vais vous mettre notre adresse mail dans le chat. Comme ça, vous pourrez nous envoyer toutes vos questions qu'on pourra également transférer au docteur Gioli, au docteur Eckler. Voilà, merci beaucoup pour votre temps, votre attention. Merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, surtout pas les temps qui courent. Voilà, l'argent, c'est important, mais la santé, plus que l'argent, beaucoup plus que l'argent. Ça, croyez-moi, si vous n'avez pas la santé, en fait, vous ne faites pas ça. Donc, voilà, clairement, vous n'avez pas l'esprit à faire ça. Donc, la santé, c'est vraiment plus important. Donc, c'était un plaisir, en tout cas, de vous présenter ça. On espère que ça vous a plu, que ça vous a un peu éclairé. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir Ness Formation, ce qu'ils font, d'aller voir le replay ou de venir sur Create, comme vous voulez. Et puis, pour Sandrine qui se pose des questions sur comment faire, je crois que c'est Sandrine. Voilà, en séminaire, on fait des démonstrations. Voilà. On explique comment on fait, on pose l'interface, on prend le temps. D'ailleurs, c'est assez intense le séminaire, hein, donc voilà, mais on l'explique. Donc, si ça t'intéresse, tu peux venir. Voilà, merci à tous. Merci à toutes et à tous, très bonne soirée et à très, très bientôt.